خوتي غداتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند دازو الفلاون السلام عليكم واش راكم توحشناكم يا جماعة الخير اهلا وسهلا اسكو تو الموند est là اسكو vous me regardez voilà bonsoir tout le monde l'image et le son normalement vous parviennent dans de très bonnes conditions j'espère bien. TikTok me dit que nous prévenons tes utilisateurs que tu passes en live. Merci TikTok de les prévenir. Salam alaikum, ça va? Bonsoir tout le monde. Voilà, vous avez bien compris pourquoi j'ai attendu cette heure-ci, parce que c'était la fin du match du Maroc. Le Maroc est qualifié, il rejoint l'Algérie. Le Maroc et l'Algérie, tous les deux sont qualifiés. Ça nous fait plaisir. Nos deux pays préférés qui, j'espère, vont se retrouver en demi-finale. Si tout se passe bien pour l'Algérie et pour le Maroc. Donc on a attendu la fin du match. Après la CAN, les modérateurs ont pensé que vous n'allez pas être nombreux, que vous ne dépasserez pas les 200 personnes parce que vous allez dormir. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, leur prouver le contraire, que vous allez être en force ce soir et que vous allez tout partager avec nous? Ça fait une semaine qu'on n'a pas fait de live avec vous. Ça fait une semaine. Marhaba bikom ya jama'at al-khair. Ahlan wa sahlan. Ça fait une semaine, vous nous avez manqué, on a eu des déplacements, on a eu des engagements professionnels, on a eu beaucoup de travail. C'est le moment de vous retrouver pour parler des dessous de l'actualité algérienne et pour échanger tous ensemble. Voilà, on vient de dépasser la barre des 200 personnes, donc les modérateurs nous ont eu tort. Allez, ça monte, ça monte. Il faut que ça continue de monter. Allez, je m'attelle très mahbabikum. Staifi qui nous insulte. Staifi, j'aime bien Staif. Pourtant, j'aime bien Staif. Allez. Franchement, honnêtement, les gens qu'on dégage, c'est des gens qui insultent trop. Vous pouvez nous critiquer, vous pouvez être contre nous. On n'est pas le Coran, on n'est pas la Bible, on n'est pas Tebboul, on n'est pas Shangri-La, on n'est pas les dépositaires de la vérité. Allez, les insultes, ya jma'a, épargnez-nous les insultes. Ahlan bikum ya jma'at al-khayr, marhaba bikum. Merci, ça part pour tout. Allez, ça monte. Amazir 06 تحية تبون. يا خويا قلت تحية تبون بس علاش زيد l'insulte? Puisque tu aimes Tebboune, pourquoi tu insultes? Je comprends pas les partisans de Tebboune. Si vous l'aimez bien, dites que vous avez le droit de dire sur mon live que vous aimez bien Tebboune. On peut discuter de l'amour que vous portez sur Tebboune, pour Tebboune. Mais pourquoi l'insulter? Pourquoi m'insulter? Est-ce que moi je vous empêche de l'aimer? La frustration mentale cause beaucoup de problèmes dans notre cher pays, malheureusement. Marhaba bikum ya jama'at al-khair. Allez, beaucoup de questions. Penses-tu réellement que ce que tu fais aide notre pays? Bien sûr le S. Non seulement que je le pense, mon cher S, non seulement ça aide mon pays, mais ça aide beaucoup d'Algériennes et d'Algériens qui sont persécutés par ce régime autoritaire, qui sont emprisonnés. Je te rappelle, mon cher le S, que grâce à nos révélations et nos enquêtes, des corrompus sont tombés, des salopards qui ont profité de leurs prérogatives et de leur pouvoir pour abuser et pour violer et pour violenter les citoyennes et les citoyens et apporter atteinte aux droits les plus élémentaires des droits humains, sont tombés, ont chuté, les Berksé, les Velezindin Benchir, la liste elle est longue, les Wassini Bouazza, comment on appelle ça, la liste elle est très très longue. L'ancien patron, l'ancien directeur de l'aéroport d'Alger. Marhaba, on va commencer à se poser, on est à 400, ça fait plaisir, voilà les amis, que ça monte, partagez partout ce live s'il vous plaît, c'est notre retour, c'est l'un des derniers lives de l'année, ça va être compliqué demain pour faire, j'espère qu'on pourra faire un live demain, mais en tout cas, le 31, on ne pourra pas faire de live, sauf si vous voulez qu'on fête ensemble la fin de cette année, on fait le réveillon ensemble. Je sais pas comment ça sera sur TikTok. En tout cas, nous allons débattre aujourd'hui. On va faire le bilan de cette année. On va parler de derniers événements qui ont secoué l'actualité algérienne. Viens en Algérie. Bien sûr, mon ami. J'aimerais bien venir en Algérie. Je viendrai en Algérie. Et ça sera beaucoup plus tôt que prévu. Ne t'inquiète pas. Et je vous donnerai rendez-vous bientôt en Algérie. Algérie Focus, oui, Belkhi, je te parlerai d'Algérie Focus, il n'y a aucun problème. Après, rappelle-moi juste, on parlera d'Algérie Focus, le média que j'ai dirigé de 2011 jusqu'à... Ah non, 2012, 2011, 2012 jusqu'à 2017 quand même, j'y suis resté presque 5 ans. À la tête de la rédaction d'Algérie Focus, absolument. Nadir Nani, c'est quoi le sujet aujourd'hui? Pas mal d'événements, ce sera vos questions.
Encore une fois, les objectifs de ce live, c'est de vous permettre de nous poser des questions sur le travail qu'on fait, sur les émissions que nous diffusons, sur les révélations que nous faisons et sur les analyses et les expertises que nous vous proposons sur les dossiers d'actualité algérienne. Vous nous posez des questions ouvertes et on vous répondra. S'il y a lieu pour nous de prendre la parole sur un sujet bien déterminé, on le fera naturellement, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont nous poser des questions sur cette révision de la Constitution qu'Abdelmajid Tebboune veut nous imposer, qui est pour moi le projet le plus dangereux pour l'avenir proche et pour le futur proche de notre pays. Allez, on commence à 25, dans 4 minutes. Est-ce que tout le monde est d'accord pour commencer à 25? Merci pour le chapeau et les moustaches. J'adore les chapeaux en plus. Karim, tu fais partie des éléments de DLS de Toufir. Avec Benzera et l'AD. Si je faisais partie des DLS de Toufir, pourquoi je suis à l'étranger, réfugié, ou je privé de mes enfants, privé de ma famille? J'aurais eu un poste en Algérie, cher Karim. Réfléchis un peu. Si j'étais vraiment un élément de DLS, pourquoi je serais là pourquoi j'aurais des problèmes, sachant que le général Toufir et tous ces éléments, général Hassan est au pouvoir, Salim Belazouk, un ancien officier de DLS, le général Toufir, il était au pouvoir, et pas mal de dirigeants importants qui étaient Nasser Jones, un ancien d'équipe de DLS, le général Toufir, il était au pouvoir récemment, il a chuté. Donc si j'étais vraiment de l'équipe de Toufir, pourquoi je serais là à vous parler sur TikTok? J'aurais été depuis Alger à vous pouvoir faire ce live TikTok. Encore une fois, et puis si j'étais, je comprends pas. Peu importe l'équipe à laquelle j'appartiens. L'essentiel, est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que les informations que je rapporte sont fondées, oui ou pas? Mes filiations, ou mes amitiés, ou mes fréquentations, ça relève de ma vie privée. L'essentiel, c'est est-ce que nos informations sont fausses? Quand on révèle, quand on fait des révélations, quand on mène nos enquêtes, quand on fait des analyses sur l'actualité algérienne, est-ce qu'on a été dans l'erreur? Partagez ce live massivement. Ah là 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 là. Et nous allons commencer bientôt. Allez, on essaiera de dépasser la barre des 500 max de partage s'il vous plaît. On a beaucoup de sujets à aborder ce soir. On a beaucoup d'informations à partager avec vous. Et j'espère qu'on fera les 2 commentaires qu'on va faire ensemble aussi. Que penses-tu des journalistes qui ne veulent pas prononcer le mot Maroc? Verboten, c'est des malades mentaux. Franchement, ils devraient aller voir un psychiatre, même pas un psychologue. Là, je comprends pas. Moi, je l'ai dit, je le redis. La marocophobie en Algérie, c'est une maladie. C'est une maladie, tout simplement. Cette maladie doit être traitée par un psychiatre. مرحبا بكم يا جماعة الخير. Ahlan wa sahlan. Est-ce que tout le monde est là? On va commencer à 25 si vous me le permettez. Allez, est-ce que tout le monde est prêt? Max de partage, on est à 500. C'est bien, nous avons démenti le pessimisme des modérateurs. C'est déjà une belle performance pour ce live. Allez, ma première question, Abdou. Alors, Chenit Fodil, ma première question, Abdou, l'économie algérienne 2010, quelles sont tes prévisions? Khoya Fodil, merci beaucoup pour ta question. Mes prévisions ne sont pas du tout optimistes. Pour une raison très simple, c'est que la politique économique de Abdelmajid Tebboune ne change pas, ne veut pas changer. Nous avons récemment fait plusieurs émissions sur les dessous de la loi de finances 2026, sur les dessous de l'utilisation de l'argent public en Algérie. Il faut savoir que si vous voulez évaluer une politique économique d'un pays, il y a un premier critère que vous devez prendre en considération. C'est comment est utilisé l'argent public dans ce pays-là. Comment l'argent public est utilisé dans ce pays-là. C'est-à-dire, c'est très simple, pour évaluer la bonne gouvernance d'un pays et ses performances économiques, il faut se poser la question suivante. Que font les dirigeants de votre pays de votre argent public? Et dites-moi ce que les dirigeants de votre pays font de l'argent public, je vous dirai quel type de pays vous êtes. En Algérie, malheureusement, la situation économique elle est désastreuse. Pourquoi? Parce que nous avons un régime qui dépense beaucoup d'argent et qui ne crée pas de la richesse. Nous avons des déficits budgétaires records. En 2026, nous allons dépenser plus de 138 milliards de dollars.
Et je rappelle qu'au départ, on l'a révélé sur Algérie Part, Tebboune voulait dépenser 168 milliards de dollars. Il y a eu une baisse de 20%, quand même. On l'a obligé de baisser un peu ses prévisions budgétaires. Ce budget, quand on voit les recettes, la différence entre les recettes de l'État, c'est-à-dire l'argent qui rentre dans les caisses de l'État et l'argent qui sort des caisses de l'État. Ça fait depuis l'arrivée de Tebboune, on a des déficits budgétaires qui dépassent les 30, on a dépassé la barre des 40 milliards de dollars, et on risque, en 2025, on a failli dépasser la barre des 60 milliards de dollars, et Tebboune, dans dans le dernier semestre, les 6 derniers mois de l'année 2025, s'est remis en cause, et il a revu ses dépenses à la baisse. Pourquoi? Trop de déficit budgétaire, ça crée de l'inflation. Quand un État dépense trop d'argent, quand il dépense plus d'argent que ce qu'il gagne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fabrique cette monnaie, qu'on a de l'argent qui est fabriqué. Ça veut dire que cet argent qui est fabriqué ne correspond pas à une création de richesse. C'est-à-dire que dans ce pays-là, on ne produit pas des biens et des services qui sont commercialisés, qui sont vendus. Pour gagner de l'argent, pour justifier l'impression de la monnaie. Donc, la monnaie, quand il y a trop de monnaie qui circule, sans création de biens et de services, sans une véritable croissance économique, qu'est-ce qui se passe? La valeur de la monnaie, elle va chuter, le pouvoir d'achat des Algériennes et des Algériens va chuter, et l'inflation va augmenter. Et quand un État dépense trop d'argent, ça crée quoi? Ça crée de la corruption. L'État en Algérie, malheureusement, c'est le premier investisseur. C'est lui, il est présent dans tous les secteurs. Donc les marchés publics, à force de vouloir faire trop de marchés publics, il y a un risque de corruption élevé. Et quand on crée beaucoup de monnaie, et quand on n'a pas une économie numérique, la monnaie, les billets d'espèces et les pièces de monnaie qui sont fabriquées, ça risque de finir dans le marché informel, puisqu'ils ne sont pas récupérés par des banques. On a un taux de bancarisation faible de 44%. Il faut savoir qu'en Algérie, 66% des Algériens et des Algériens n'ont pas accès à un compte bancaire. Du coup, on va aggraver la dépendance vis-à-vis du cash, on va aggraver la dépendance vis-à-vis de la dépense publique, donc moins de croissance économique, trop d'argent qui circule, le dinar va chuter davantage, l'inflation va chuter davantage, et malheureusement, quand on voit que les budgets, le Tebboune va dépenser les 138 milliards de dollars pour créer des autoroutes, des nouveaux aéroports, des nouvelles villes, des zones industrielles, parce qu'il y a dépenses publiques et dépenses publiques. Vous avez des États qui dépensent beaucoup d'argent, mais pour équiper leur pays, pour créer des infrastructures, pour investir dans des entreprises, pour faire des projets économiques. Les dépenses du régime Tebboune, c'est quoi? L'armée, la police. Avec la police algérienne, 4 milliards de dollars en 2026. La police algérienne, on l'a révélé, nous, sur Algérie Part. Le budget de la police a été doublé. On est passé de 2 milliards et quelques en 2022 et 2023 à 4 milliards et quelques en 2026. Donc l'armée, la présidence de la République, elle aura un budget de plus de 750, presque 800 millions de dollars. Plus, dans les 800 millions de dollars, c'est énorme. Donc malheureusement, nous avons un État qui dépense beaucoup d'argent pour ses propres besoins, pour augmenter les salaires de ses fonctionnaires, et non pas pour les projets économiques. Donc malheureusement, vu cette manière de gérer le pays va connaître encore de l'inflation, encore la chute de la valeur du dinar, encore plus de chômage, encore moins de production nationale, parce que, encore une fois, pour développer un pays, il faut produire. Il faut investir dans la production de richesses. Or, le régime Tebboune, il a investi dans quoi? Il a investi dans le train de vie de l'État. Recruter plus de policiers, plus de militaires, augmenter les salaires des fonctionnaires, augmenter les budgets des ministères, augmenter les budgets des fonctionnaires, augmenter le fonctionnement du pays, acheter plus de voitures, acheter plus d'équipements, mais pour la police, pour l'armée, etc. Et on n'investit pas assez dans les usines, dans la recherche scientifique, dans l'éducation nationale, dans le progrès scientifique, dans le progrès technologique. Et du coup, nous aurons une économie rentière, une économie faible, qui ne produira pas de richesse et qui fera que dilapider les richesses que nous avons et qui sont uniquement issues du sous-sol de notre pays. Voilà, mon cher ami, j'espère que j'ai été assez clair. Et s'il y a d'autres questions sur la situation économique de notre pays, marhaba bikum. Alors, M6, Yakuto. M6 dépense 1 milliard de dollars par an pour Azaitar. Yakuto chauffe ce que Mohamed VI dépense comme argent. Effectivement, la monarchie marocaine, elle a son propre budget, elle consomme. Mais officiellement, le Maroc,
il a deux types de budget. Le roi du Maroc, il a sa propre fortune. Il a sa fortune personnelle. Il est propriétaire d'un certain patrimoine, etc. Est-ce que c'est normal ou pas normal? Je laisse aux Marocains et aux Marocains de le juger cela. Nous, à Algérie, on avait enquêté une fois, on a parlé de la fortune du roi du Maroc. On l'a écrit, la fortune du roi du Maroc. On l'a écrit, etc. On a donné des détails, etc. On en a parlé. C'était sur Algérie, pas sur notre site qui n'est pas opérationnel, mais je peux vous l'article, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook d'Algérie Part. Maintenant, c'est aux Marocains et aux Marocains de juger et d'exiger des comptes à leur roi. Moi, je suis algérien. Moi, j'exige des comptes à Tebboune, mon président. Le jour où j'aurai la nationalité marocaine, je pourrais exiger des comptes au roi du Maroc et lui demander pourquoi tu dépenses autant d'argent. Mais pour le moment, je n'ai pas cette légitimité pour le faire. Voilà. Abdel, le troisième mandat. Franchement, Abdel, je te remercie pour cette question. Pourquoi Abdel parle du troisième mandat? Parce qu'effectivement, il y a un projet de révision constitutionnelle. Abdelmajid Tebboune est en train de préparer une révision constitutionnelle. Ça a été dit hier, le 28 décembre, lors d'une réunion du Conseil des ministres. Et demain, le 30 décembre, Abdelmajid Tebboune va faire un discours devant le Parlement algérien. À la surprise générale, hier, en plein match de l'équipe nationale face au Burkina Faso, le Conseil des ministres se réunit et parle d'une révision constitutionnelle. Ce qui est anormal, la révision constitutionnelle ne concerne pas le gouvernement. Le gouvernement, c'est l'exécutif. Ce n'est pas sa compétence. La révision constitutionnelle ne concerne que le chef de l'État, la Cour constitutionnelle, le Parlement et le Conseil de la Nation, qui est le Sénat en Algérie. Pour qu'on soit très clair. Pourquoi réviser la Constitution aujourd'hui? Elle est où l'urgence? Il n'y a pas d'urgence. La Constitution, on l'a adoptée en 2020, il y a à peine 5 ans. Déjà, l'Algérie, je ne comprends pas l'obsession de changer des constitutions. Dans les pays déstructurés, sous-développés et dictatoriaux, chaque mandat, on change la Constitution. En Algérie, en 2016, on a une Constitution avec Bouteflika. 2020, on a une nouvelle Constitution avec Tebboune. Et maintenant, Tebboune veut changer la Constitution. Tebboune, officiellement, parle d'un amendement technique. C'est quoi d'un amendement technique? Il n'y a pas... La Constitution, c'est la loi fondamentale. Il n'y a pas de... Il n'y a pas... comment dirais-je? Il n'y a pas d'amendement technique. L'amendement, c'est pas une machine, c'est pas une mécanique. On n'est pas en train de réparer une voiture ou dans un garage. Les amendements de la Constitution touchent à la loi fondamentale. Donc, ce sont d'abord des amendements politiques. Officiellement, ils veulent toucher au régime électoral. Ça, c'est l'argument qui a été présenté hier au Conseil des ministres pour tester la température. J'ai sur le humma, comme on dit, pour sonder l'opinion publique. Mais en réalité, Tebboune, son entourage, l'expose à des pressions. Son entourage, il a peur de la fin du règne de Tebboune. Parce qu'ils ont bien vu ce qui s'est passé avec le clan Bouteflika. Et comme le clan Tebboune a emprisonné énormément de personnes, s'est créé beaucoup d'ennemis, a fait trop de mal aux opposants, aux anciens responsables, aux anciens fidèles du régime, à des caciques du régime. Donc il a trop d'ennemis. C'est que si demain Tebboune va mourir, sa famille, ses ministres, ses collaborateurs, son clan va se retrouver dans le viseur d'un ensemble énorme de ses ennemis qui vont tous se fédérer pour leur régler leur compte. Parce qu'à un moment donné, quand Tebboune va partir, son clan va devoir rendre des comptes. C'est la même chose pour Chengriha. Ce que Chengriha il a fait au clan de Gaïd Saleh, celui qui va remplacer Chengriha à la tête de l'armée ne manquera pas de lui faire la même chose. Kamatoudin tout den. On sème toujours ce qu'on récolte. Tebboune et son clan, ils ont semé la dictature, la répression, l'injustice, la vengeance, les représailles. Ils vont récolter quoi? Vous pensez que ceux qui vont venir après Tebboune vont épargner les proches de Tebboune? Et ils vont lui faire exactement ce qu'il a fait à ses ennemis, à ses adversaires. Donc, ils ont peur de ce scénario. Tebboune, il a 80 ans. En 2029, il aura 83, 84 ans. Il est déjà très malade. Je rappelle qu'aucun président algérien n'a pu rester au-delà de 82 ans. Le plus âgé, c'était Bouteflika. Il est mort à 83 ans, mais il avait quitté le pouvoir en 2021, 81 ans à peu près. Quand il avait quitté le pouvoir, aucun président dans l'histoire de l'Algérie n'a dépassé un certain âge. Et le pouvoir en Algérie, il est épuisant. Le clan Tebboune, ils ont peur. Ils ont peur qu'ils ne trouvent pas de successeur. En Algérie, le problème, c'est toujours trouver un successeur. Parce que le successeur de Tebboune doit arranger aussi l'armée.
c'est que les proches de Tebboune, les enfants de Tebboune, la famille Tebboune, les conseillers de Tebboune, les amis de Tebboune, les partisans de Tebboune doivent trouver un successeur qui doit aussi être validé par Shengriha, l'état-major de l'armée. Et souvent, il y a très peu de consensus pour trouver un successeur. L'expérience de 2019 avec Bouteflika, où de 2018 à 2019, l'Algérie a connu une crise politique importante parce qu'on n'a pas trouvé un successeur à Abdelaziz Bouteflika. Gaï Salah ne voulait pas de Ouyahia, ne voulait pas de Ramtan Amamra. Donc, faute de pouvoir trouver quelqu'un, il ne voulait pas de Taïb Elouh. Donc, faute de trouver un bon successeur, on est parti vers le 5e mandat. C'est le scénario qui risque de se reproduire. Le clan Tebboune, ils ont peur de ne pas trouver un successeur qui sera validé par eux et par l'armée. Et par l'état-major, parce que Shengriha, il va te dire, pourquoi moi aussi je voudrais imposer mon propre président, celui qui va m'arranger. Shengriha, il est un peu dans une situation très indélicate. Parce que si demain le prochain président va venir à la place de Tebboune, il pourrait l'enlever. Il pourrait le limoger, l'enlever entre guillemets. Je pense en arabe, quand je dis l'enlever, ça veut dire le relever de ses fonctions. Il peut se débarrasser de lui, le neutraliser. Donc Shengriha, il va se dire, moi je m'entends bien avec Tebboune. Pourquoi Tebboune, tant que Tebboune est là, moi je suis protégé. Mais si Tebboune est amené à partir, autant choisir moi-même le successeur. Comme ça, je vais protéger mes arrières, je vais protéger mes enfants, je vais protéger mon clan. Parce que le prochain président, s'il n'est pas choisi par moi, il risque de venir, de se venger, de prendre sa revanche contre moi et de me retirer, de m'éjecter. Et tout mon clan va subir ensuite des représailles et des purges. Donc, ils savent, le clan Tebboune sait très bien que choisir un successeur, ça va être compliqué. Pour gagner du temps, ils ont eu 2 idées. Tebboune, le clan Tebboune a 2 idées. Ou prolonger le mandat de Tebboune de 2 ans, c'est-à-dire changer la constitution pour changer la durée du mandat présidentiel, pour qu'il y ait un mandat de 7 ans, ce qui est interdit par la constitution. Parce que la constitution de 2020, elle interdit catégoriquement de toucher à la durée des mandats. Ou enlever, retirer la limitation des 2 mandats pour avoir 3 mandats. Pour pas mettre à Tebboune. Tebboune ne peut pas faire un 3e mandat. Qui va 84 ans encore président. Déjà, s'il termine ce 2e mandat, c'est incroyable. Et c'est pas vrai. Je vois dans les commentaires, Tebboune il n'est pas du tout en bonne santé. Il peut pas marcher comme il veut. Il peut pas faire des voyages de long courrier. Il a un traitement médical qui est très lourd. Il a des médecins qui doivent le suivre depuis l'Allemagne. Il a des maladies chroniques en plus des maladies qu'il a contractées à cause d'une exposition aux formes la plus grave du coronavirus Covid-19. Donc il a un Covid long, il a toujours les séquelles de la Covid-19, du coronavirus Covid-19. Donc, c'est pas possible. Il ne pourra pas rester beau. Vraiment, s'il tient d'ici 2029, ce sera un miracle. Donc, ils veulent ou un 3e mandat, ou prolonger un mandat présidentiel pour permettre à Tebboune de mourir au pouvoir et pour gagner du temps, en espérant que pendant ce temps-là, ils vont trouver un successeur. Mais franchement, même si on rajoute à Tebboune 2 ans, Assidi va rester jusqu'à 2031. Ça ne va pas les arranger. Ça ne va parce que Tebboune et Shengriha, ils ont créé le vide autour d'eux. À force de persécuter, de verrouiller le champ politique, de réprimer les libertés publiques individuelles, d'interdire l'opposition, d'empêcher la démocratie, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de successeur. On a une scène politique totalement vide. Vide. On a une scène politique vide. ما فيها والو فارغة. وش يبقى en Algérie؟ يبقى غير بن قرينة. Naïma Salhi, quelques TikTokers, quelques influenceurs mhabel, toutes les personnalités politiques sérieuses et sages ont été réduites au silence, ou la forcé de s'exiler, ou là ils ont été emprisonnés. Voilà un petit peu la situation et je pense que un 3e mandat est une menace sérieuse. Est une menace sérieuse, vraiment, est une menace sérieuse. Tebboune serait proche qu'ils ont peur, parce que, et je comprends les proches de Tebboune, ils ont très peur, parce que Tebboune, il va laisser derrière lui un pays déglingué. Il va laisser derrière lui beaucoup d'ennemis. Il y a les ennemis du clan Tebboune, mais ils sont très nombreux. Avec tout le mal qui a été fait par Tebboune à des généraux qui ont été emprisonnés, les anciens ministres et premiers ministres de Bouteflika qui ont été emprisonnés, les opposants qui ont été exilés, les militants du Hira qui ont été persécutés, les mouvements politiques qui ont été brisés. Tous ces gens-là, vraiment, tous ces gens-là, il faut savoir qu'ils ont gardé rancune contre Tebboune. Donc à un moment donné, ils vont vouloir se venger, prendre leur revanche. Donc le jour où Tebboune va tomber, ses proches, vraiment, ils seront exposés à un énorme danger.
Et ce sentiment d'insécurité du clan Tebboune, je le comprends amplement. Je le comprends amplement. Donc, il y a un risque, c'est que les proches de Tebboune vont tout faire pour convaincre Abdelmajid Tebboune. Allez, Monsieur le Président, l'Algérie elle a besoin de vous, Ami Tebboune, on va le manipuler, on va lui dire si tu pars, ta famille sera en danger, l'Algérie a toujours besoin de toi, reste au pouvoir, tant que t'es en vie, tu peux diriger. Et c'est ça le danger. Le troisième mandat de Tebboune est un danger sérieux et fondamental qu'on doit vraiment prendre conscience de ce danger. Tantien me dit si t'étais journaliste, t'étais bien avec la Isaba. Joala, moi j'ai pas compris, mais Isaba, je sais pas de quelle Isaba il s'agit. Zahir, merci beaucoup. Il nous remercie pour le job qu'on fait. Merci beaucoup, Khoya Zahir. Marhaba bikoum. Ahlan wa sahlan. Tapotez, Jma'a, tapotez. On est à 600 et quelques. Partagez le maximum ce live. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les projets dictatoriaux? Marhaba bikoum. Donc, encore une fois, on veille sur Tebboune. Non, on veille pas sur Tebboune. Attendez, Fod. Attention, il est vraiment fatigué. Au fond de lui, il faut savoir qu'au fond de lui, Abdelmajid Tebboune aimerait partir. S'il trouve un moyen, s'il trouve le moyen de trouver un successeur dès maintenant, et s'il peut convaincre Saïd Chengriha de valider son successeur, parce que maintenant le régime Tebboune, il est confronté à deux problématiques. La problématique de la succession de Tebboune, mais aussi la problématique de la succession de Saïd Chengriha. Et Saïd Chengriha, il est âgé, il a 80 ans lui aussi. Il a un cancer. Saïd Chengriha, il a un cancer qu'il traite bien. D'ailleurs, Saïd Chengriha, il était absent hier lors du conseil des ministres. On dit qu'il était malade, fatigué. C'est pour ça qu'il ne s'était pas présenté. C'est la thèse la plus plausible. Maintenant, le régime Tebboune doit remplacer Saïd Chengriha et donc trouver un chef d'état-major fidèle, loyal, qui va pas les trahir, sauf que s'il ramène un chef d'état-major jeune, ce chef d'état-major jeune va imposer son clan, il va ramener ses collaborateurs, ses hommes à lui, etc. Et il pourrait, par la suite, être tenté par prendre le pouvoir. Il dit qu'il m'a maréchal Sissi en Égypte. Il dit que je suis jeune, j'ai 60 ans ou là et quelques. L'armée est avec moi, je suis le patron de l'armée, il pourrait devenir président. Donc pour eux, c'est un problème. Quel est le chef d'état-major on parle beaucoup du remplacement de Tebboune, mais le remplacement de Chengriha, il est beaucoup plus compliqué. Parce que c'est Chengriha, au sein de l'armée, le malaise, les divisions, la colère, la colère qui anime les forces militaires algériennes, elle a atteint son paroxysme. On a plus pratiquement presque 300 officiers supérieurs de l'armée qui ont été emprisonnés à l'époque de Chengriha, dont des généraux-majors. Comme Saïd Bey, c'est une figure historique de l'armée nationale et populaire, dont Chérif Abdelrazak, dont Mened Noubat, ancien patron de la gendarmerie nationale, et d'autres. Les généraux, demain si Chengriha va décéder ou il est appelé à partir, celui qui va le remplacer pourrait composer avec eux pour les sortir de prison et pour déglinguer le clan Chengriha. Mais qui va remplacer Chengriha? C'est ça la question. L'actuel patron des forces de l'armée, parce que le dogme en Algérie, au sein de l'institution militaire, il y a une tradition. C'est quoi la tradition? Celui qui doit remplacer le patron de l'armée doit être normalement issu du commandement des forces terrestres, parce que les forces terrestres en Algérie, c'est le corps le plus puissant de l'armée nationale et populaire, en termes de moyens, en termes d'effectifs des militaires, ou le général le plus gradé, le plus âgé. Le plus gradé, le plus âgé. En ce moment, c'est le général Mustafa Smaili, qui est le patron du commandement des forces terrestres. Mustafa Smaili et Chengriha, est-ce que Chengriha lui fait confiance à 100%? Est-ce qu'il pourra être à la hauteur? Est-ce que Mustafa Smaili va pratiquer la même politique que Chengriha? Et qui nous dit que Mustafa Smaili ne va pas lui-même se retourner contre le clan de Chengriha pour imposer son propre clan et pour changer la politique du pays? Et est-ce que Mustafa Smaili a suffisamment de compétences et de courage pour lutter et pour rester au pouvoir longtemps? Chengriha, pour rester au pouvoir, je vous rappelle, il a fait des manœuvres, des alliances avec Tebboune, etc. Donc ça a été
très compliqué, très compliqué pour lui. Il était quand même intérimaire pendant 6 mois, ce qui est une situation inédite. Est-ce que Mustafa Smaili, qui est âgé, il est né en 1954, il a quel âge en 1954? Je sais pas, on va faire... faites-moi le calcul, les jma'a. Voilà. هذا هو Mustafa Smaili. Est-ce que c'est lui qui va remplacer Shangri-La? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Je rappelle qu'il y a encore des chefs de légion, comme la chef de la première région militaire, le chef de 3 régions militaires, qui n'ont pas été nommés par Saïd Shangri-La. Et dans le choix du successeur de Saïd Shangri-La, les chefs de légion, ils ont leur mot à dire. Gaï Salah, en 2018, il a pris le pouvoir absolu à la tête de l'armée, quand il a pu choisir, voilà, 71 ans, merci beaucoup, Djibril. 71 ans. Hein. Donc quand Saïd Shangri-La, il a pu être, Gaï Salah, il a pu dominer l'armée nationale et populaire et l'institution militaire de façon définitive de 2018 à 2019, quand il a imposé tous ces hommes, quand il a imposé tous ces hommes à la tête de toutes les régions militaires. Shangri-La n'a pas imposé. Il y a au moins 2 ou 3 régions militaires qui ne sont pas issues direct, dont les patrons ne sont pas directement issus de son clan. Donc il y a vraiment une grosse problématique de succession des plus importants décideurs du régime algérien, notamment à la tête de l'institution militaire, et il n'y a pas qu'Abdelmajid Tebboune. Le régime Tebboune 2026 sera une année charnière, ça passe très vite, 2 ans, 2029, c'est après 2026, il y aura 2029. La fin de règne d'Abdelmajid Tebboune s'annonce compliquée comme la fin de règne de Saïd Shangri-La. Le régime Tebboune doit se renouveler, or il n'a pas les capacités de se renouveler. Parce que ces principaux décideurs qui ont monopolisé le pouvoir n'ont jamais partagé le pouvoir, n'ont jamais accepté l'opposition, n'ont jamais toléré que d'autres pôles ou d'autres centres de décision puissent exister ou puissent émerger et se développer au sein du régime algérien. Donc ils ont créé le vide autour d'eux. Ils ont réprimé tout le monde, persécuté tout le monde. Maintenant, ils sont confrontés à ce vide. Ils ne pourront pas se renouveler. Et rien ne leur garantit que leurs successeurs resteront fidèles à leur clan et à leur famille. Est-ce que vous pouvez tapoter? Est-ce que vous pouvez tapoter et partager maximum ce live? Comme ça, on aura le maximum de personnes. On parle de sujets très importants. اهلا وسهلا يا جماعه العبا. Alors, on me dit à chaque fois qu'il gouverne en Algérie, que celui qui gouverne en Algérie, c'est Abdelmajid Tebboune et Saïd Shangri-La. Abdelmajid Tebboune, il a tous les pouvoirs. Shangri-La, il est influent, mais celui qui a tous les pouvoirs, c'est Abdelmajid Tebboune. Saïd Shangri-La ne se mêle pas des décisions économiques, ne se mêle pas de la politique économique du pays. Saïd Shangri-La ne se mêle que de certains dossiers. Et Abdelmajid Tebboune l'écoute parce que c'est le patron de l'armée. Ils sont vraiment alliés. Il y a très peu de sujets de division, de divergence entre eux. Il y a très peu de malentendus entre eux. Au Shangri-La, il intervient sur certains sujets de politique régalienne de l'État. Les sujets économiques et financiers, il ne les maîtrise pas, il ne se mêle pas. Sur certains dossiers diplomatiques, Shangri-La, il a son mot à dire. Donc, ils sont associés dans l'exercice du pouvoir, mais le véritable patron, c'est Abdelmajid Tebboune. Saïd Shangri-La, si vous voulez, c'est le second, l'homme de main de Tebboune. Mais n'imaginez surtout pas que Saïd Shangri-La peut dicter la conduite de Tebboune. Saïd Shangri-La, c'est pas le genre, pour vous refléter, voilà, vous donner une image fidèle de la réalité. Saïd Shangri-La ne débarque pas dans le bureau de Tebboune pour lui dire voilà ce que tu dois faire. Voilà, ça se passe pas du tout comme ça. Hein. Ça se passe pas du tout comme ça. Ça se passait pas comme ça entre Gaïd et Gaïd Salah Abdelaziz Bouteflika. Ça va pas se passer comme ça aujourd'hui. Hein. Tebboune a le pouvoir. C'est lui qui dirige. C'est le maître à bord. Son bras droit, c'est Shangri-La. Tebboune, il associe. Il faut savoir que pourquoi Tebboune associe Saïd Shangri-La. Tebboune, pour se protéger contre l'armée, il prend toujours Saïd Shangri-La avec lui. Parce que le bouclier de Tebboune, le gilet anti-balle de Tebboune, c'est Saïd Shangri-La. Est-ce que vous savez que pourquoi Tebboune, par exemple, prend toujours Saïd Shangri-La lors de ses visites de terrain dans les wilayas de l'intérieur du pays? Raison très simple. Tebboune prend Shangri-La, comme ça il est sûr qu'il n'y aura jamais d'attentat contre lui, qu'il n'y aura jamais de coup d'état contre lui, que s'il y a une action qui le menace, c'est Shangri-La qui va le payer, qui sera le premier qui va être exposé au danger. Tebboune, justement, parce qu'il est très méfiant, parce qu'il est paranoïaque,
il prend Shangri-La avec lui tout le temps, il l'associe tout le temps, il le met en exergue, il le met en avant pour démontrer à l'armée que c'est lui qui a le pouvoir et que Saïd Shangri-La est de son côté. Et s'il y a une menace à l'intérieur de l'armée, il va utiliser Shangri-La pour l'étouffer, pour la neutraliser. Mais Shangri-La bosse pour Tebboune, il roule pour Tebboune. À aucun moment, Shangri-La ne s'est révolté contre Tebboune. Oui, il ne faut pas compter sur lui. Hein. Il y a beaucoup de gens à l'intérieur du système, ils pensent que Shangri-La sera le sauveur au cas où Tebboune sera malade, etc., ne sera plus capable de diriger, c'est lui qui prendra le pouvoir. Jamais, Shangri-La n'est pas capable de diriger. Shangri-La, c'est un bon exécutant, il veut garder son pouvoir à la tête de l'armée, il veut garder ses privilèges, il veut protéger son clan et sa famille, il veut vraiment être sûr d'être à l'abri et il veut garder le pouvoir le plus longtemps possible. Mais il n'est pas prêt à diriger le pays. Il n'a pas de vision politique, Shangri-La. C'est quelqu'un qui vient du terrain. C'est un pur militaire. Il n'a pas de vision. Gaye Salah, il avait une vision politique. C'est pas la même chose. Gaye Salah, il a côtoyé Bouteflika pendant de très longues années. Il a développé une vision politique. Shangri-La n'impose pas des ministres. Il essaie de déconseiller. Il essaie de déconseiller Tebboune, de conseiller Tebboune. Il essaie de proposer... c'est pas Gaye Salah. Gaye Salah, il avait même des ministres qui étaient issus de son clan et de son entourage qui étaient placés au sein du gouvernement. Shangri-La, ce n'est pas le cas encore. Il n'impose pas de ministre. Il faut vraiment savoir. Hein. Il se contente juste de diriger tout ce qui est militaire et d'accompagner Tebboune dans l'exercice du pouvoir. Maximum de partage, je vois que vous êtes très nombreux aujourd'hui. On a fait démentir le pessimisme ambiant des modérateurs. Merci de partager maximum ce live. Est-ce qu'il y a d'autres questions intéressantes? Il y a beaucoup de questions qui fusent. J'ai du mal à tout lire. Allez, maximum de partage. Essayons de dépasser la barre des 700. Allez, on va dépasser la barre des 700. J'ai vu tout à l'heure une question sur Ernestina. Ernestina, moi je le soutiens parfaitement. Je lui dis bravo. Et ce qu'il a dit, c'est tout simplement la vérité. En fait, il a dit ce que les Algériens pensent toujours. On en a marre de cette marocophobie, de cette Maroc, matin et soir. Matin et soir. Maroc, à toutes les sauces. Bezzaf, à un moment donné, bezzaf. Encore une fois, ya Jma'at al-Khair, Ernestina a bien parlé, effectivement. Je remercie celui qui vient de le dire à l'instant. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé de Ernestina. Voilà, Malaka, c'est ce que j'ai dit. J'ai fait 2 émissions sur Ernestina. Je l'ai soutenu et j'ai dit qu'il a vraiment utilisé une certaine pédagogie et sans violence. Vraiment, il a parlé avec lucidité, calmement, sereinement. Il a expliqué l'évidence. Les télévisions algériennes doivent traiter en priorité de l'Algérie. Les télévisions algériennes doivent d'abord parler de l'actualité algérienne. Les télévisions algériennes doivent d'abord refléter et répondre aux préoccupations des Algériens et des Algériens. Les télévisions algériennes doivent parler d'abord des soucis des Algériens et des Algériens. Mais Marocains à chaque fois, bezzaf. Le matin le Maroc, le soir le Maroc, entre midi et 13h le Maroc. Avant la fin de la journée, le Maroc, des reportages sur le Maroc, des émissions sur le Maroc. Le Maroc est pauvre, le Maroc est misérable, le Maroc est mauvais, etc. Ça devient de la marocophobie, c'est du racisme. Pour moi, c'est du racisme. Pour moi, ce que fait la télévision publique algérienne et tous les autres médias algériens, c'est du CNews généralisé contre le Maroc. Quand on stigmatise tout un peuple et tout un pays en ne véhiculant que des images négatives, en ne véhiculant que des poncifs, en ne véhiculant, en collant à ce pays que des problèmes, que des informations préjudiciables à son image, à sa réputation. Ça devient quoi? Ça devient du racisme. Le Maroc, il est critiquable. Bien sûr que le Maroc, il est critiquable. Et c'est naturel et c'est légitime de critiquer le Maroc. Dans une émission, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, chaque jour. Ça devient de la manipulation pour détourner l'attention des Algériennes et des Algériens des problèmes de leur propre pays. Des problèmes de leur propre pays. C'est tout. C'est la vérité. C'est une marocophobie. Pour moi, c'est une maladie. Il faut la traiter. Ils ont pensé qu'en parlant du Maroc à longueur de journée, les Algériens et les Algériens vont oublier leurs problèmes du quotidien. Or, avec l'affaire Ernestina,
qui a fait quand même plus de... Je pense que maintenant, on a dépassé les 6 millions de vues au bout de 48 heures, là, sa vidéo. C'est parce que les Algériens et les Algériens ont voulu adresser un message clair. On en a marre de votre manipulation, de vos propagandes. On veut que vous vous intéressez à nous. Arrêtez de nous parler du voisin et du Maroc. Réglez les problèmes de notre pays. On veut que vous preniez en charge les problèmes. Arrêtez de vous focaliser sur cet ennemi extérieur, ce voisin diabolique, alors que nous, on nage et on patauge dans le sous-développement. Et ça, c'est une rupture. C'est une rupture entre l'opinion publique et le régime Tebboune. Pour moi, c'est la symbolique d'une rupture. Les Algériens, ils en ont marre. Et franchement, moi, des fois, n'importe quel. Même, صلاة الجمعة في العشاء مبروك، جمعة مبروك، الصباح مبروك. Oh! On enlève l'image, on retire le drapeau du Maroc. On essaie de retirer le mot Maroc quand on parle des compétitions sportives ou des compétitions internationales. Ça devient une maladie, ça traduit une maladie, une obsession. On a le droit de critiquer le Maroc encore une fois. Il faut même le critiquer quelquefois. Quand il y a des sujets de dissension avec l'Algérie, je ne vois aucun inconvénient. C'est même nécessaire. Mais le caractère obsessionnel, ça relève de la haine, pas de la critique. Et la haine, c'est une maladie. La haine, c'est dangereux. La haine, c'est du racisme. Alors, Ivar, il nous dit, j'ai des enregistrements sur SU. C'est-à-dire Ivar, Ayoub SU, dont nous avons parlé, et qui a l'affaire SU, est-ce que vous en avez pas entendu parler, certainement. C'est une affaire qui a défrayé la chronique. Ivar, si tu as des précisions sur les enregistrements que tu détiens, on aimerait bien avoir des informations. Qu'est-ce que tu entends par enregistrement? Je rappelle que Ayoub Aziou et ses six frères, ainsi que son épouse et son beau-frère, ils ont été condamnés dans une affaire judiciaire qui est troublante. Ou je les ai pas défendus, je défends le droit. Malani les avocats, mani l'avocat de SU, mani l'avocat du procureur de la République, de la justice algérienne. La justice algérienne, je ne serai jamais son avocat. C'est une justice instrumentalisée, une justice aux ordres. On dit que les SU ont détourné de logements. On même pas détourné des logements, ont volé des clients. On fait du blanchiment d'argent, ils ont constitué en toute illégalité des fortunes à l'étranger. Moi, je veux des preuves. Attendez les preuves. SU, moi, je l'ai appelé. Je lui ai dit, est-ce que c'est vrai que est-ce que tu peux me donner des preuves qui démontrent que tu n'as pas volé des clients qui t'ont donné de l'argent pour construire des appartements? Il m'a envoyé les preuves. Les appartements ont été construits à Bousmé et à Akléa. Les logements, ils ont été livrés. Et la société Jomaïla Building, la promotion immobilière de 375 à peu près logements, a été entre les mains d'un liquidateur judiciaire de 2019 à 2025. Donc, s'il y a eu un vol ou de détournement entre 2019 et 2025, c'est au liquidateur de rendre des comptes. Et il m'a envoyé le document qui prouve qu'il a été placé en liquidation. Donc le liquidateur, il a été désigné par la justice. Donc celui qui doit rendre des comptes, c'est qui? C'est le liquidateur. S'il y a eu du vol, donc on nous dit qu'ils ont fait du blanchiment. Moi, je cherche les preuves. La justice algérienne, elle condamne sur la base de témoignages. Il y a des gens qui viennent, ils disent on a été volé. Volé de quoi? On vous a volé quoi? Ouram la preuve, vous avez fait des versements. Les versements sont passés par la GB, l'Arab Gulf Bank. L'Arab Gulf Bank, elle existe, elle est là. Et puis la société de Ayoub SU, elle a laissé des actifs. Elle a laissé plus de 200 milliards. 200 milliards de centimes. On aurait pu prendre ces 200 milliards et rembourser les personnes qui n'ont pas reçu leur logement. Apparemment, il y a une vingtaine de logements qui n'ont pas été construits. Tous les 300 autres logements sont construits. Donc moi je comprends pas. Dans cette affaire, il y a pas mal de zones d'ombre. Donc s'il y a quelqu'un qui peut me donner des informations précises sur les SU, je suis là. Je suis complètement preneur et je m'arrête le khir. مرحبا بكم يا جماعة. Quelqu'un m'a dit pourquoi vous êtes acharné sur M. Ali Aoun. Vous avez de la haine. Rami, mais je n'ai pas de haine contre M. Ali Aoun. M. Ali Aoun est un voleur, est un escroc. M. Ali Aoun, il était ministre de l'industrie de la production pharmaceutique, il a racketté des entreprises, dont une famille qui détenait des laboratoires pharmaceutiques à Constantine, avec Farid Zindine Benchir. Son fils, il est en prison, c'est pas moi qui l'a mis en prison. Avec Nounou Maneta, qui était à la Nounou Maneta, c'était son surnom Nounou Maneta, on avait donné son nom, Abdelnour, etc. Il était dans un cabaret. Il récoltait l'argent
T'as les gens qui balançaient qui jetaient de l'argent sur une chanteuse dans un cabaret à Alger. Il est devenu un homme son rabatteur. Il collectait des pots de vin. Il faisait des interventions qui étaient monnayées pour obtenir des avantages et des autorisations permettant à des entrepreneurs, des opérateurs économiques de travailler dans des secteurs économiques, notamment industriels. Donc c'est de l'escroquerie, c'est du vol. Il a été récemment placé sous contrôle judiciaire à Léon. C'est la justice algérienne, donc c'est pas de l'Inde. Moi je travaille sur les faits. J'ai parlé de la nomination de sa fille au sein de Saïdan. Qui fait? Son père est ministre de l'industrie pharmaceutique et sa fille elle travaille pour le groupe public pharmaceutique Saïdan. Il y a un conflit d'intérêts. Il y a un conflit d'intérêts. Comment elle peut obtenir une promotion et un travail dans une société publique où son père il est ministre? Il y a un conflit d'intérêts. Donc je suis désolé, il n'y a jamais eu de haine, on ne haït pas les gens. On est en train, nous, contrairement à d'autres médias algériens, contrairement à d'autres médias algériens qui ne sont pas du tout rigoureux, nous on travaille sur les faits. Et je rappelle que la justice algérienne nous a donné raison dans l'affaire de Ali Aoun. Et on a été le seul média qui a fait exploser cette affaire. Ali Aoun, un ancien agent de cabaret, un ancien travailleur dans un cabaret, un ancien employé dans un cabaret, qui devient rabatteur. Il est parti dans des délégations gouvernementales algériennes en Mauritanie. واحد في الكباري. Oh, c'est grave, je m'attends. Le régime des cabarets, c'est inacceptable. Donc il n'y a pas de haine de notre côté, il n'y a pas eu d'acharnement. Il y a eu un travail d'enquête, il y a eu des révélations qui ont été étayées par des faits, les faits ont été vérifiés par la justice algérienne et on nous a donné raison. C'est pour répondre au précédent, quelqu'un qui nous avait dit au début de ce live, est-ce que tu penses que tu es tant pis avec ton travail? Bien sûr, on a fait tomber Aliaoun. Quand on fait tomber un escroc pareil et qui lui et ses enfants raquettent des entreprises, ils s'enrichissent sur le dos des honnêtes entrepreneurs qui essaient d'investir dans notre pays, oui, je pense que nous avons vraiment énormément servi notre pays. Je vous invite à revoir toutes nos émissions sur Ali Aoun, qui sont très nombreuses dans l'affaire Ali Aoun. On a sorti des documents importants, notamment de l'affaire d'une entreprise pharmaceutique, Haïlik. Par exemple, cette date d'une année, le jour où Farid Benchir Ali Aoun ont racketté et saboté Haïlik, l'émission. Une société privée prospère. Elle date du 7 décembre 2024. On a même montré les documents, etc. Voilà. Il y a toujours Haïlik. Raquette, corruption et sabotage. Plainte contre Ali Aoun et plusieurs dirigeants influents. Nos émissions sont toujours documentées avec des précisions. Je ne parle pas dans le vent. Moi, je ne parle pas dans le vent. Allez. Ali Aoun, son fils est en prison pour corruption et sa fille sous contrôle judiciaire, mais lui, il était resté ministre, 31 octobre 2024. Avec l'émission. Moi, je ne parle pas dans le vent. Et notre mission, effectivement, est de lutter et de dénoncer les corrompus et les corrupteurs et les véreux qui profitent de leur fonction pour s'enrichir et pour empêcher et pour raqueter les investisseurs et les entrepreneurs et pour empêcher le pays de se développer. Voilà, Majma'a. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tapotez, Majma'a, tapotez. Max de partage, s'il vous plaît. Max de partage. La famille constantinoise qui travaille dans l'industrie pharmaceutique. Oui, on a sorti son nom. Comment ça? Hein? Mehdi. On a donné son nom dans cette émission, Mehdi. Haïlik. Attends, je vais te donner. On a donné dans cette émission, Haïlik, dans cette émission, une plainte a été déposée au niveau du tribunal de Bemandaraïs le 5 septembre 2024 contre Ali Aoun, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Voilà, l'entreprise, elle s'appelle UP Pharma. Voilà, UP Pharma. C'est la famille qui possède l'entreprise UP Pharma. Voilà, et on a raconté toute l'histoire, etc. Vous pouvez la retrouver dans cette émission. Exclusive, exclusive, corruption et sabotage, plainte contre Ali Aoun et plusieurs dirigeants influents.
Elle est sur notre chaîne YouTube. Et Rami, que pensez-vous de Mehmet Jebbar? Très mauvais bilan, très mauvais général. Il n'a jamais été à la hauteur. Ça a été une connerie de lui confier la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, de 2022 à 2024. Il y avait des gros dérapages, l'affaire Amel DZ, l'affaire Hichem Aboud, beaucoup de problèmes avec les partenaires étrangers les plus importants du pays. La DDSE, les services de renseignement extérieur, n'ont jamais été aussi clochardisés, n'ont jamais connu autant de problèmes, aussi déstructurés, aussi déstabilisés qu'à l'époque du général Mehmet Jebbar. Mehmet Jebbar, qui était issu du renseignement militaire, sécurité militaire, il n'aurait jamais dû prendre le renseignement extérieur. Mehmet Jebbar était bon dans la lutte contre le terrorisme, dans la sécurité militaire. Il avait dirigé la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, de 93-94 jusqu'à 2013. De 90 jusqu'à 2013, je crois. Voilà. Il était à la tête de la DCSA, raté totalement le renseignement extérieur. Son bilan est mauvais, il n'a pas été à la hauteur. Il a induit Tebboune la première fois en erreur. Tebboune, d'ailleurs, a compris qu'il avait un très mauvais bilan et il a fini malade. Il était gravement malade, il ne pouvait même pas travailler. Donc, pour moi, son retour a été une très mauvaise décision. Et encore une fois, ça s'est soldé par un échec retentissant et c'était parmi les plus catastrophiques et chaotiques généraux de ces 5 dernières années et parmi les décideurs les plus qui ont collectionné, qui ont magistralement échoué dans leur mission. مرحبا بكم يا جماعة الخير. Alors, quelqu'un qui me dit... Attends, j'ai du mal à lire les questions. Eric GB, t'es courageux, t'as pas peur de représailles? Eric, ils m'ont enlevé mes enfants, ils m'ont condamné à mort, ils m'ont privé de mon pays, ils m'ont déjà essayé de me faire du mal ici en France. Je vois pas qu'est-ce qu'ils vont faire de plus. Allez, j'ai pratiquement tout vécu. Et puis j'ai la foi et je pense qu'il y a beaucoup de nos abonnés, de nos compatriotes qui prient pour nous, qui sont même prêts à nous défendre. Et c'est grâce à votre solidarité et votre soutien que nous réussissons toujours à faire ce travail. مرحبا بكم يا جماعة الخير. Comment aider l'Algérie? Alors, infirmier, comment aider l'Algérie? Oh non, j'ai pas pu lire. Infirmier, qu'est-ce qu'il m'a posé comme question? Ah, j'ai perdu infirmier. Alors, comment aider l'Algérie pour qu'elle évolue sans crise dans la liberté et le développement propre? Voilà, très bonne question. Comment faire? Justement, c'est ce qu'on devrait se poser comme question. Ce sont les solutions qu'on doit chercher pour l'année 2026. Mais malheureusement, voilà, avec ce projet de révision constitutionnelle, avec Tebboune qui veut toucher à la loi fondamentale, je pense que Tebboune veut se prendre pour Paul Biya. Il pense que l'Algérie est le Cameroun. Il veut camerouniser l'Algérie. Il veut rester au pouvoir le plus longtemps possible. Ce ne sera pas possible. L'Algérie ne sera pas le Cameroun. Et le Cameroun, d'ailleurs, un jour ou l'autre, il va se libérer de Paul Biya. Et le scénario, un Paul Biya algérien, ça n'existera pas. Alors, cher infirmier, comment aider l'Algérie pour d'abord démocratiser le pouvoir algérien, avant de humaniser le fonctionnement du pouvoir algérien. L'actuel pouvoir, il est cruel, il est méchant. On ne pourra jamais développer l'Algérie tant qu'on continue à clochardiser, emprisonner, persécuter, réprimer son élite, ses compétences et ses enfants. C'est pas possible. La dictature atroce qui est menée actuellement par le régime Tebboune est le pire ennemi et la première menace pour la stabilité et l'avenir du pays. Regardez le nombre de cerveaux, de compétences et de jeunes Algériens qui ont fui le pays depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir. Avec quoi? Avec qui on va construire le pays? Avec des voyous, avec des gangsters, avec des délinquants, des toxicomanes? Un pays se construit avec ses élites, avec ses ingénieurs, avec ses politiciens les plus brillants, les plus honnêtes surtout, avec ses médecins, avec ses étudiants, avec ses jeunes. On ne pourra pas construire quoi que ce soit dans ce climat délétère et dans ce climat dictatorial. Donc humaniser le pouvoir, accepter un minimum, un SMIC démocratique. Un SMIC démocratique, je parle d'un SMIC. Je parle comme il faut transformer l'Algérie. L'Algérie ne va pas devenir la Suisse, ne va pas devenir la Suède, ne va pas devenir la Finlande en une année, en 2 ans, ou en 5 ans, mais on peut au moins avoir un SMIC démocratique, c'est-à-dire revenir à la période que nous avons connue à l'époque de Bouteflika.
on peut caricaturer le président sans aller en prison, on peut critiquer le président sans aller en prison, avoir la multipartie, avoir des partis de l'opposition, avoir une opposition qui peut exister, une presse libre, une liberté d'expression, etc. Un pays qui se développe, c'est d'abord un pays qui respire. Un pays qui ne respire pas la liberté ne peut pas se développer. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, c'est les deux conditions sine qua non. Restaurer les libertés publiques et individuelles, un SMIC démocratique et cesser cette politique d'emprisonnement. Merci beaucoup Enigma pour le cœur, merci beaucoup. Et cesser cette politique d'emprisonnement et de persécution. Il le faut à tout prix. Tant qu'on n'arrivera pas à faire ça, tant qu'on ne réunit pas ces trois, on réunit pas ces trois conditions, si on ne prend pas ces trois décisions, on ne pourra pas assurer à l'Algérie un développement, un quelconque développement. Et merci infirmier pour ta question. Quel avenir pour le MAC après les scandales des fonds reçus du Maroc? Yakoto. D'abord, le scandale n'a pas été prouvé, Yakoto. N'a pas été prouvé. On n'a pas eu une preuve. Si tu as des preuves que le Maroc il a donné de l'argent au MAC, moi j'aimerais bien les voir. On a des soupçons. Il y a des soupçons qui pèsent contre des organismes marocains, contre des associations marocaines qui sont à l'étranger, contre des lobbies marocains qui sont basés à l'étranger et qui seraient à l'origine de financement du MAC. C'est des soupçons. Moi, j'ai pas vu de preuves. L'affaire Ali Aoun, j'ai vu des preuves. Il y avait sa fille, il y avait son fils, il y avait Nounou Maneta qui était pris en photo, qui parlait avec des témoignages, etc. Moi, dans l'affaire, le Maroc, il y a des lobbies marocains qui soutiennent le MAC. Comme il y a des lobbies algériens qui soutiennent les séparatistes du Rif. Je rappelle les Algériens, ils oublient, le MAC n'a pas de bureau au Maroc. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie n'a pas de bureau au Maroc. Le mouvement séparatiste et indépendantiste du Rif, il a un bureau à Alger, une villa à Alger, depuis 2-3 ans. Donc le financement il est beaucoup plus clair du côté algérien que du côté marocain. Parce que pour avoir une villa à Alger, un bureau, etc. Je crois que depuis 2023, le mouvement séparatiste du Rif, ils ont un bureau à Alger. Donc, moi, je sais qu'il y a des fréquentations, il y a des activistes marocains qui soutiennent le MAC, je les connais, je les ai identifiés, il y a des associations marocaines, mais est-ce qu'il y a des liens de financement? Je n'ai pas la preuve. Je n'ai pas la preuve. Certainement, il y a des Marocains et des Marocains, ou il y a des lobbies qui aident financièrement le MAC. Mais le MAC, n'oublions pas, mec, les gens sous-estiment le MAC. Le MAC, il a une base militante importante. Le nombre des maquistes qui sont au Canada, et n'oublions pas que la communauté kabyle à travers le monde, la diaspora kabyle, elle est importante. Bien sûr, toute la diaspora kabyle n'est pas maquiste, mais le nombre des maquistes qui ont par exemple des brasseries, le nombre des maquistes qui ont des restaurants en France, au Canada, à l'étranger, qui sont entrepreneurs, etc. Le MAC peut mobiliser de l'argent. Maintenant, si, comment on appelle ça? Si excusez-moi, je cherche juste la date le mouvement séparatiste s'est installé à Alger. C'était en 2020, non, même en 2024. Voilà, c'est le mars 2024. Quand l'Algérie a autorisé l'ouverture d'un bureau du mouvement séparatiste du Rif à Alger. Le MAC n'a pas de bureau à Rabat. Il y a des militants du MAC qui partent au Maroc. Mais ils n'ont jamais été reçus officiellement, etc. Donc le lien de financement n'est pas vraiment prouvé à couteau. Pour être tout à fait sincère, hein, c'est pas vraiment prouvé. Après oui, il y a des individus, il y a des individualités marocaines, des personnalités marocaines qui soutiennent le MAC. Mais est-ce que la principale source de financement du MAC c'est le Maroc? Moi je ne pense pas. Pour une raison simple, le Maroc il serait idiot de le faire. Parce que Alech, lui, il lutte contre le Polisario, qui est un mouvement séparatiste et indépendantiste. S'il soutient le MAC, il va se contredire. Il va se ridiculiser. Il va se ridiculiser. La communauté internationale va le piéger. Elle va dire, toi, tu diabolises le Polisario et tu considères que c'est un mouvement qui n'est pas légitime, mais tu soutiens le MAC qui est un mouvement séparatiste. Je ne pense pas que les autorités marocaines seraient con de tomber dans ce piège-là. Mais je rappelle encore une fois que les militants du MAC, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise. Je vous l'assure, il y a beaucoup de maquistes, notamment au Canada, beaucoup plus au Canada qu'en France. Au Canada, ils ont vraiment des moyens. Ils ont vraiment des moyens. Ça ne suffira pas, bien sûr, vous allez me dire, pour louer une salle, pour mobiliser 60 000 € et louer la salle, le Palais des Congrès de Versailles. Après, il y a des financements israéliens. Voilà, il y a l'extrême droite israélienne.
elle est très favorable, elle est de plus en plus proche et favorable au MAC. Il y a des lobbies israéliens aussi qui peuvent donner de l'argent, il n'y a pas que les lobbies marocains. Mais nous n'avons pas les preuves. Je ne peux pas vous inventer quelque chose que je n'ai pas vu, que je n'ai pas pu documenter. Blika, c'est un homme d'affaires originaire de Constantine, Yajma. Blika, c'est un homme d'affaires originaire de Constantine. Nous avons déjà fait une enquête sur lui. Je crois que les gens parlent de lui parce qu'il était un ancien partenaire d'affaires à Ayoub SU. J'ai déjà parlé de lui, c'est un petit homme d'affaires. Blika, c'est quelqu'un qui, à l'entendre, il se prend pour, je sais pas quoi, il se prend pour un capitaine d'industrie. C'était un petit homme d'affaires originaire de Constantine. On a écrit sur lui, donc notez comme la date, vous pouvez retrouver. Voilà, il y a 3 ans, on a fait une émission sur lui. Il est l'émission. C'était le 22 mai 2022. Voilà, Blika, cet oligarque, ami et petit protégé des généraux algériens, totalement oublié par la justice. Vous pouvez retrouver tout sur Blika dans cette émission. D'ailleurs, je peux vous lire un peu de résumé. Abdelali Blikaz, né au mois de mai 1946 à Ibn Ziyed dans la ville de Constantine, est un homme d'affaires algérien. Voilà, on a raconté toute son histoire, sa société, l'Algerian Steel, l'industriel Hydra, etc. Une usine d'acier Amsila, il a voulu faire dans l'acier, après il était importateur de la marque des voitures Citroën. C'est pas un homme d'affaires puissant. Il avait des liens avec quelques généraux algériens, avec quelques décideurs algériens. Voilà, c'est pas un dossier stratégique. Qui est derrière qui est derrière la sortie du fils de Farhat Mahani sur Canal Algérie. Où? Consulat. Mais il n'a jamais fait, je sais pas, le fils de Farhat Mahani n'a pas fait sortie au consulat de France. Le fils de Farhat Mahani, Agour Mahani, il a parlé il y a de cela 48 heures. Comment il s'appelle? Radio Rebelle. Radio Rebelle. Marhababik. Radio Rebelle. Radio Rebelle. Je ne sais pas de quel consulat tu parles. Agour Mahani, il a fait, si tu parles de Agour Mahani, il a fait, j'ai vu son message, la Radio Rebelle, qui est derrière la sortie du fils de Farhat Mahani au consulat en France. Il n'a pas fait sortie au consulat, il a fait une interview à Canal Algérie pendant 9 minutes. Il a fait une intervention pour se démarquer des idées de son père et pour dire que lui n'est pas d'accord avec son père, qu'il est avec l'unité nationale, qu'il est pour une Algérie unie, indivisible et qu'il est pour une Kabylie qui restera toujours attachée à l'Algérie. Il a dit, moi, mon père, c'est mon père. Mais moi, j'ai mes idées, j'ai pris mon indépendance, je ne suis pas d'accord avec lui, je suis attaché à l'unité nationale et je suis fier d'être un Algérien kabyle. Maintenant, merci Enigma pour les cœurs, Enigma, les gens, au moins qu'il y ait un شوية قلوب. هذا السبان ou les critiques, يا لطيف, يا لطيف. Il y a des gens qui disent, il y a une thèse que, comme quoi, les services secrets algériens auraient fait du chantage au fils de Farhat Mahani pour parler, pour faire ce témoignage. Moi, je ne le crois pas, Radio Rebelle. Je l'ai dit, j'ai fait 2 émissions, dont une émission aujourd'hui. Je ne sais pas si tu l'as suivi, Radio Rebelle. C'est l'émission d'aujourd'hui. J'avais fait une émission, a-t-on vraiment porté atteinte à la dignité et l'honneur de la famille Farhat Mahani? Pourquoi? Parce qu'il y a des commentateurs qui n'ont pas apprécié la prise de parole, qui ont dit qu'on a exploité la fragilité familiale de la famille Mahani, on a exploité la douleur familiale de la famille Mahani. Il faut savoir que la famille Mahani, c'est 8 enfants. Ils ont perdu déjà 2. Et les gens ne connaissent pas l'histoire de Farhat Mahani avec ses enfants. Il a eu un fils, Amzien, qui est mort, qui a été assassiné ici à Paris. Et c'était au début des années 2000. Et lui, il a toujours suspecté les services secrets algériens de l'avoir assassiné, alors que l'enquête des autorités françaises n'a pas abouti à cette conclusion. Donc la famille Mahani, vraiment, elle a beaucoup souffert. Et si Amzien Mahani était proche de Farhat Mahani, si certains enfants de Farhat Mahani sont d'accord avec lui et partagent ses idées, son projet, d'autres ne sont pas d'accord avec lui. Voilà, j'ai pas... moi, quand j'ai vu la vidéo, sincèrement, Radio Rebelle, t'as vu la vidéo de Agour Mahani? Il a parlé calmement, sereinement. J'ai pas vu de panique, j'ai pas vu de terreur, j'ai pas vu de pression. Il était convaincu. J'ai senti un homme, moi ça m'a touché. Ça m'a touché parce que j'ai vu quelqu'un qui n'a pas insulté son père, qui n'a pas renié son père. Il n'a pas renié, il a désapprouvé le projet de son père.
Il n'a jamais traité son père de terroriste. À aucun moment, il a dit que le MAC était une organisation terroriste. À aucun moment, il a dit que les militants du MAC étaient des terroristes. Il a parlé calmement, tranquillement. Il a juste dit, moi, en tant que membre de la famille Mhenni, je ne suis pas d'accord avec le combat de mon père. Ça existe des Kabyles. Il y a beaucoup de Kabyles qui ont dans leur famille des membres de leur famille qui sont militants du MAC, mais qui ne sont pas d'accord avec eux. يتلاقاو même في الأعياد يتلاقاو même في les fêtes familiales religieuses etc. Ils sont des convicts, ils sont membres du MAC, mais leur famille n'est pas d'accord avec eux. Leurs familles sont kabyles algériens, ils sont attachés à l'Algérie. Agour Mhenni a exprimé cette complexité là, mais avec dignité. Moi j'ai aimé ce qu'il a fait. J'ai pas vu franchement qu'il a été contraint ou là on lui a fait du chantage. Maintenant, j'ai parlé avec des membres du MAC qui m'ont dit qu'ils avaient des informations comme quoi, excusez-moi, il y avait de la contrainte, de la menace, de l'intimidation. Attendez des indices. Donnez-moi des témoins. Donnez-moi des informations. Il ne faut pas qu'on soit dans le complotisme. Mais là, aujourd'hui, demain, Abdou Samma, il a été contraint de parler par les services secrets français. Non. Non, je parle. Il faut qu'on soit logique. Quand on a des accusations très graves à formuler, il faut les étayer, les documenter, pas des informations. Maintenant, j'ai lancé un appel, moi, la famille Mhenni. Si la famille Mhenni se dit victime de chantage et d'intimidation, je serai le premier à la défendre. Je n'accepterai jamais qu'on mélange les hommes avec leur famille. J'en suis victime. Ils ont pris en otage mes enfants, ça fait 6 ans. Donc je ne pourrai jamais cautionner. Bon, on me demande de confirmer quelque chose. Attendez. On essaie d'interrompre notre live, Ejmaa. S'il vous plaît, partagez. On essaie d'interrompre notre live. Tapotez, s'il vous plaît. On essaie d'interrompre notre live. Partagez maximum, s'il vous plaît. Martha, TikTok, d'ailleurs, j'aurai un service à vous demander à la fin du... Merci Enigma, merci pour les cœurs. Partagez maximum, s'il vous plaît. On essaie de suspendre cette discussion avec vous. On essaie de nous censurer et de nous interrompre. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci beaucoup. On essaie absolument de nous interrompre, s'il vous plaît. Maximum de partage. Donc, encore une fois, je ne cautionnerai jamais du chantage, de la menace ou l'instrumentalisation des familles, des opposants ou des dissidents au régime algérien pour se venger ou pour affaiblir ces dissidents. Jamais je le cautionnerai, ce genre de pratiques. C'est des pratiques dégueulasses et ignobles. Mais franchement, dans le cas de Agour Mhenni, je n'ai pas relevé un quelconque signe ou de persécution, de manipulation ou de contrainte. Il a vraiment... Regardez sa vidéo, s'il vous plaît, on en parlera. Beaucoup, je pense, ne l'ont pas vue. Franchement, elle dure que 9 minutes. Il était calme, il était serein. J'ai senti en lui quelqu'un qui était déchiré. Déchiré entre l'amour pour son père, qui est un séparatiste, et l'amour pour l'Algérie, son pays. Voilà, on ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa mère, on ne choisit pas sa famille, l'équipe. On ne choisit pas sa famille, son père ou sa mère. Mais lui, il a fait le choix d'accepter son père tel qu'il est, mais aussi de ne pas renoncer à son algérianité. C'est un Kabyle qui est algérien aussi. C'est un Kabyle qui est fier d'être algérien et Kabyle. Et il y a des millions de Kabyles comme lui, je pense que beaucoup se sont reconnus en lui. Allez l'équipe, max de partage. Roger, il aurait pu faire la vidéo lui-même, sans canal Algérie. Oui, on aurait peut-être... je suis d'accord. Mais peut-être qu'il ne maîtrise pas les réseaux sociaux, peut-être qu'il n'a pas de compte sur les réseaux sociaux, peut-être que pour lui s'exprimer sur une télévision publique algérienne comme Canal Algérie, ça en donnerait plus de la force et de la puissance à son message, et même s'exprimer sur un compte sur les réseaux sociaux, ça n'aurait pas effacé ou supprimé ou annulé les soupçons de manipulation et de chantage. Donc ça ne change pas, c'est pas le support qui compte. Ce qui compte, c'est la nature du message, les intentions du message et comment ce message a été colporté, diffusé, comment il a été déclaré, proclamé, prononcé.
Merci infirmier de partager notre live, partagez maximum. مرحبا بكم يا جماعة الخير. Est-ce qu'on peut prendre Bruno, le pire président de l'histoire de l'Algérie? Tout à fait d'accord avec toi, Bruno. J'espère que c'est pas Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, c'est pas toi, j'espère. En tout cas, quel que soit ton nom de famille, Bruno, je partage. Pour moi, Tebboune, c'est le pire président de l'histoire de l'Algérie. Et j'ai pas peur de l'avenir, pourquoi? Parce que je vois mal comment on va avoir pire que Tebboune. Les gens, quand ils me posent des questions, Tebboune, ma Tebboune, après Tebboune, je suis pas très inquiet, parce que j'ai pas l'impression qu'on aura pire que lui. C'est quoi pire que Tebboune, vraiment? Pire que Tebboune, c'est quoi? C'est la guerre civile. On a connu la guerre civile des années 90. C'est quoi? Un dictateur. Si au moins on avait un dictateur qui travaillait pour l'économie, qui construisait des gratte-ciels, qui nous construisait le pays, qui lançait une dynamique, qui nous offrait des emplois. C'était la démocratie. Mais Tebboune, il nous a pris la démocratie, les libertés publiques et individuelles, il nous a appauvris, il nous a plongés dans la misère. Dans la misère. Alors, Zorodia Batata. Zorodia Batata. Parle-nous. Attends, Zorodia, parle-nous de tes histoires avec les hommes d'affaires algériens. Zorodia Batata, tu portes bien ton nom. J'espère juste que ton intelligence est un peu plus raffinée que ton nom. Zorodia Batata, j'ai des histoires avec les hommes d'affaires. Oui, j'enquête sur les hommes d'affaires. J'enquête sur les hommes d'affaires, effectivement, algériens. Et certains hommes d'affaires sont devenus amis. J'ai des sources qui sont des hommes d'affaires. Je n'ai pas d'histoire particulière avec les hommes d'affaires. J'enquête sur les hommes d'affaires quand je vois que l'intérêt général dans notre pays, il est menacé. Quand ils ont des collusions avec des intérêts ou des clans politiques puissants et dangereux. Je dénonce les hommes d'affaires quand ils se sont enrichis illicitement. Quand ils ne créent pas de la richesse et détournent de l'argent et ils abusent de leur proximité politique avec certains décideurs. Mais Zorodia Batata, je n'ai pas de... C'est quoi où je parle de mes histoires avec les hommes d'affaires? Précise ta question. Il y a des hommes d'affaires qui sont mes amis. Il y a des hommes d'affaires qui sont mes sources, je le dis. Vous savez, il y a des hommes d'affaires qui sont propres en Algérie, ça existe. On n'en parle pas beaucoup parce qu'en Algérie, dès que tu parles de quelqu'un, en positif, il y a des problèmes. Ah, tu es là, c'est Abdou Sammara dit du bien de toi, donc tu es l'ennemi de la nation, tu es l'ennemi du régime, tu es un opposant comme lui, etc. Oui, c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais j'ai pas compris réellement la question Zorodia Batata. Est-ce que Zorodia Batata, j'adore les carottes et les pommes de terre, peut préciser sa question. Marhaba bikoum. Alors le G, bonjour Abdou, tu penses quoi de Lucas Zidane? On va parler un peu de football. Franchement, je pense que c'est un gardien intéressant. Je crois que il va pas nous faire oublier Raïs Mboulhi. Je pense quand même dans le match du Burkina Faso, il avait trop confiance en lui. Honnêtement, il a des sorties un peu aventurières. Il est un peu aventurier, je pense. Franchement, il est très aventurier. Et il sort beaucoup de sa cage, il prend beaucoup de risques. Je crois qu'il est trop excité quand son père il est là en train de le voir. Je pense qu'il a l'impression qu'il a envie de prouver des choses à son père. Il a envie de porter bien son nom de famille, etc. Voilà, mais sinon je pense que c'est un bon gardien et il pourra apporter de la valeur ajoutée à l'Algérie. Il a juste à se corriger, à s'améliorer. Et je pense qu'il pourra peut-être égaler dans les années à venir Raïs Mboulhi. Mais s'il continue à travailler, je pense qu'il sera un très bon gardien. Zazak, pourquoi tu ne dénonces pas Sifawi? Zazak, pourquoi tu veux que je dénonce Mohamed Sifawi? Zazak, Mohamed Sifawi ne dirige pas l'Algérie, n'est pas ministre en Algérie, n'est pas le président de Tebboune, n'est pas un conseiller de Tebboune. Pourquoi veux-tu que j'aille dénoncer Mohamed Sifawi? J'ai pas compris. En quoi Mohamed Sifawi est à l'origine des problèmes de l'Algérie? Mohamed Sifawi il a ses opinions. Je ne suis pas d'accord avec un nombre important de ses opinions. Je suis d'accord avec beaucoup de ses opinions aussi.
Mais pourquoi voulez-vous que je dénonce Mohamed Sifawi? Yani, khlas les problèmes dans l'Algérie, c'est Mohamed Sifawi. Le dinar, c'est Mohamed Sifawi. Les pénuries de pneus, de pièces détachées, de produits de large consommation, c'est Sifawi. Le chômage, c'est Mohamed Sifawi. Les haragas, c'est Mohamed Sifawi. La répression des opposants des libertés publiques et individuelles, c'est Mohamed Sifawi. Ah, soyez logique, ya Zazak, sois logique. Enigma m'a posé une question sur l'économie qui m'a semblé importante. Enigma, où es-tu? Ah, Enigma 13 577. Cher Abdou, pourriez-vous éclairer dans vos analyses économiques quand utilisez les deux fonctions du dinar et PIB? Est-ce que tu peux être beaucoup plus précis dans ta question? Je l'explique. Si tu fais référence au calcul du PIB, effectivement, Enigma, il faut savoir que le calcul du PIB algérien, il est faux. Quand on dit que l'Algérie a un PIB de plus de 250 milliards de dollars, c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que ce PIB, il est calculé selon un taux de change qui est artificiel. C'est très simple. Comme une opération mathématique. Je te le fais. Le PIB de l'Algérie actuellement, le dernier PIB de l'Algérie déclaré, on va mettre 2025. Voilà. Voilà, 200, l'Algérie voudrait annoncer pour l'année 2025 un PIB à 278 milliards de dollars. Toi, quand tu vois les annonces et les chiffres du gouvernement algérien, tu dis, waouh, 278 milliards de dollars. Nous sommes beaucoup plus riches que le Maroc. Nous sommes la deuxième puissance économique du continent africain. Bon, on va dépasser l'Égypte bientôt. On est un pays prospère. Ok. Mais les 278 milliards de dollars sont calculés comment? Sont calculés en convertissant 37,863 milliards de dinars selon le taux de change officiel. Effectivement, quand on prend 37 000 milliards de dinars, quand on fait la conversion officielle, voilà, regardez, bon, 37 000 milliards, attends, voilà, Blaqal. 879. Ça fait dans les 200 et quelques milliards de dollars. Mais si on prend le taux de change réel, parce que le taux de change officiel, c'est quoi? Le taux de change officiel, c'est combien fait un dinar ou combien un dollar est l'équivalent en dinar. On va mettre convertisseur, dinar algérien, dollar. Ou peut-être on va en savoir plus. Attendez, je vais vous faire montrer. Patientez à Jma'at al-Khair. Officiellement, regardez, un dollar américain, c'est 129 dollars. Mais 129 dinars, pardonnez-moi. Un dollar américain, c'est 129 dinars, même pas 130 dinars. Mais ça, c'est le taux officiel de la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie, le taux officiel, comment il est calculé? Il n'est pas calculé en fonction de l'offre et de la demande. C'est pas ça la véritable valeur du dinar. Pourquoi? La Banque d'Algérie, comment elle calcule la valeur du dinar? Elle accepte le prix du baril du pétrole et le prix du gaz, ou elle accepte les besoins en recettes ou les besoins budgétaires de l'État. Quand nous avons besoin de beaucoup d'argent, on dévalue la valeur du dinar. Quand on convertit le dollar en dinar, on aura beaucoup de dinars. Quand on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, on surélève. Et la Banque d'Algérie, elle suit le baril du pétrole. Quand le baril du pétrole est là, bzaf, elle va changer la valeur du dinar. Et quand il baisse, elle va changer la valeur du dinar. Mais ce n'est pas ça la valeur réelle. La valeur réelle de la monnaie, c'est pas le prix du baril ou le prix du mètre cube du gaz. C'est la loi de l'offre et de la demande. Combien d'investisseurs, combien de personnes recherchent ou utilisent ou achètent cette monnaie et combien de consommateurs et d'investisseurs et de commerçants utilisent ou la vendent cette monnaie. Et la véritable valeur d'une monnaie, c'est la croissance économique du pays et de son économie. Et c'est la confiance que lui accordent les investisseurs. Donc, pourquoi le marché parallèle, c'est la véritable valeur? Parce que le marché parallèle, c'est la loi de l'offre et de la demande. Le dollar, le marché parallèle, alors 244, mais chez 129. C'est pas la même chose. Donc, quand on calcule le PIB de l'Algérie selon 1 dollar 129 dinars,
c'est un montant qui sera totalement différent lorsqu'on va calculer le PIB de l'Algérie. Un dollar, 244 dinars. Par exemple, si on prend avec une simple calculatrice, on va diviser 38 000 milliards de dinars, 38 000 milliards de dinars, divisé par 244. On aura un PIB de même pas 150 milliards de dollars. Ça n'a rien à voir avec le calcul, tu as 270 milliards de dollars. Vous voyez comment on triche? Le régime algérien, il entretient un dinar fort pour donner l'impression à la communauté internationale et à son opinion publique qu'il a un PIB élevé. Mais réellement, si on calcule le PIB de l'Algérie avec le véritable taux de change, qui est le taux de change parallèle, pourquoi c'est le véritable? Parce qu'il est calculé selon l'offre et la demande. Combien de personnes achètent le dinar, l'échange contre le dollar, et combien de personnes cherchent les dollars pour l'échanger contre les dinars. Le véritable taux de change n'est pas de 1,129 dinars, mais de 1,244 $. Si on applique le taux de change de 244, on aurait un PIB plus faible que celui du Maroc. Ou l'équivalent à celui du Maroc. Et plus faible que celui de l'Éthiopie. Donc le PIB khorté, le PIB de l'Algérie, est le plus gros mensonge économique. Ça veut rien dire. Demain, je vais décider, la Banque d'Algérie, que 1 dollar, c'est 100 dinars. Le PIB de l'Algérie va monter à 400 milliards de dollars. Est-ce qu'on vraiment on a 400 milliards de dollars? Complètement faux. C'est un calcul théorique qui est déconnecté de la réalité économique. Complètement déconnecté. L'Algérie devrait, si elle était honnête, si on a des statistiques officielles honnêtes, on devrait adopter le taux de change parallèle. C'est-à-dire d'évaluer le taux de change officiel, qui n'a pas autre sens. Il faut appliquer un dinar à sa véritable valeur. La véritable valeur du dinar, c'est 1 dollar 244 dinars, 1 euro 282 ou 285 dinars. C'est ça la valeur du dinar. Parce que c'est le marché. C'est le marché qui doit déterminer la valeur d'une monnaie. C'est pas le président, le gouverneur de la Banque d'Algérie. Tout ça, c'est khorté. Tout ça, c'est complètement faux. Donc, nous avons un PIB qui est mal calculé, qui est mensonger. J'espère que j'ai répondu à ta question énigma et j'espère que j'ai été clair pour vous, mesdames et messieurs. Zorodia Batata, tu touches toujours les encaissements ou les wellou? Si, grâce à YouTube, grâce à TikTok, je touche beaucoup d'encaissements. Énormément. Peut-être même plus qu'un ministre algérien. Attends. Rifi 100%. Abdou, oui, ils sont au courant. Ils sont au courant. Vous avez des pays qui ont été contraints plus tard par les institutions internationales de changer leur taux de change. Comme le Nigeria récemment. Le Nigeria, entre 2023 et 2022, il a changé le mode de calcul de son PIB, il a dévalué sa monnaie, et c'est comme ça que l'Algérie a eu un PIB plus élevé que le Nigeria. L'Algérie, pour le moment, n'a pas besoin des institutions internationales, parce qu'elle n'est pas endettée. Donc elle déclare ce qu'elle veut. Les institutions internationales vont prendre ce que l'Algérie dit au sens propre du terme. Enfin, au sens propre du terme. Après, oui, ils vont expertiser, ils vont revoir la politique, ils vont passer en examen la politique économique officielle et publique, etc. Mais voilà, les institutions internationales n'ont pas pour vocation à remettre en cause les chiffres annoncés par le gouvernement algérien. C'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de dire est-ce que l'économie algérienne se porte bien ou pas. Par contre, le jour où tu vas t'endetter, quand tu vas aller vers l'endettement, quand tu vas chercher des bailleurs de fonds internationaux, là, les chiffres officiels seront confrontés à la réalité ils seront mis à l'épreuve. Est-ce que c'est vrai ton PIB? Est-ce que là? Mais pour le moment, l'Algérie ne va pas s'endetter, donc tout le monde peut annoncer n'importe quoi. Mais le jour où on n'aura plus de réserve de change, on devra aller vers l'endettement. À ce jour-là, il va nous arriver exactement ce qui s'est passé avec le Nigeria en 2023 et 2022. On va revoir notre monnaie, on va faire tomber la valeur du dinar, et vous allez voir que tout va changer. Mais les mensonges en économie ne durent jamais longtemps. Les mensonges en économie ne vont jamais durer longtemps.
Est-ce que vous pouvez... Enigma, plus précisément, quand tu utilises le 1 ou l'autre de taux de change. Moi, je dis uniquement, le véritable taux de change, encore une fois, c'est le taux de change parallèle. Le taux de change officiel, il est utilisé que pour les finances publiques, pour les chiffres officiels. Les chiffres officiels ne reflètent pas l'économie réelle. Khorté, une monnaie, sa valeur ne se calcule pas par des bureaucrates assis dans un bureau qui décident selon le baril du pétrole, selon des raisons qui n'ont rien à voir avec l'économie réelle. Non, une monnaie, sa valeur, c'est selon la confiance des investisseurs étrangers, la confiance de ses propres utilisateurs, la croissance et de l'économie qui l'utilise. Dans ce cas-là, le taux de change, pour moi, officiel, n'a pas de sens. On l'utilise, nous, quand on parle des finances publiques. Moi, par exemple, je l'utilise comme référence quand je convertis les budgets de l'État algérien, quand je convertis les budgets affectés, attribués dans le cadre de la loi de finances, les répartitions budgétaires. Oui, j'utilise le taux de change officiel pour donner un ordre de grandeur. Parce que parler de 1000 milliards, 44 000, 5 000 milliards, et il faudra une calculatrice scientifique à chacune de nos émissions. Je convertis en dollars et en euros. Mais j'utilise le taux de change officiel parce que c'est les finances publiques. Mais quand on parle de l'économie réelle, c'est-à-dire les secteurs de production industrielle, etc., la production de biens ou de services, le taux de change parallèle est la seule référence. Les Algériennes et les Algériens, dans leur quotidien, ils prennent jamais le taux de change officiel en référence. Quand ils vont à l'étranger, ils passent par le squat, par le taux de change parallèle. Quand ils prévoient leurs dépenses en devises, ils prennent en considération le taux de change parallèle. Quand ils font leurs investissements, ils font référence au taux de change parallèle. Donc ça n'a pas de sens, le taux de change officiel. Vraiment, il n'a pas de sens. Alors, comment tu imagines l'Algérie dans quelques années avec le même régime? Comment il s'appelle? Il pose la question? Fast. Oh là là. D'abord, j'ai du mal à imaginer l'avenir de l'Algérie avec le même régime. Justement, j'imagine pas l'avenir de l'Algérie avec le même régime. Merci beaucoup, Mustapha, pour les fleurs. Merci beaucoup, j'adore les fleurs en plus. Oh, j'imagine pas du tout l'avenir de l'Algérie. Avec ce régime, l'Algérie n'a pas d'avenir. Elle n'a pas d'avenir. Je vous le dis la vérité. Et elle aura difficilement un bon avenir, ou un avenir radieux. Mais si le régime Tebboune reste en place d'ici 2029 avec la même pratique de gouvernance, avec la même façon de gouverner le pays, avec la même façon de diriger le pays, il y aura des conséquences, il y aura une certaine configuration. C'est quoi cette configuration? Une économie complètement déstabilisée et déstructurée, des chiffres officiels qui ne collent pas à la réalité comme je viens de le dire, beaucoup de chômage, une monnaie de plus en plus faible, des recettes en devises en chute libre, des investissements étrangers qui vont bouder l'Algérie, une industrialisation qui va tarder à progresser, une dépendance vis-à-vis des importations beaucoup plus accrue. Je l'ai dit dans un live précédent, on risque le scénario du Venezuela. C'est le même régime avec les mêmes pratiques. On peut aller vers le scénario du Venezuela, c'est-à-dire un pays qui va avec une inflation à 2 chiffres, avec des réserves de change zéro, avec une incapacité à prendre les besoins du pays en main. Peut-être pas à court terme, parce qu'on a encore un peu d'or et de réserves de change, mais à partir de 2030, c'est un risque. La période Tebboune, elle peut se prolonger, elle peut tenir comme ça jusqu'à 2027, mais à partir de 2028 jusqu'à 2030, c'est la zone rouge. C'est-à-dire pas de réserve de change, ou très peu, pas assez de pétrole à exporter, pas assez de gaz à produire et à exporter pour gagner de l'argent. C'est ça l'avenir qui nous attend avec ce régime-là. Un avenir on sera plus de 50 millions d'habitants, beaucoup de chômage, beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère sociale, des fléaux sociaux et des gros problèmes migratoires. Voilà ce qui nous attend avec ce régime-là. Mais moi, j'espère que ce régime-là ne va pas durer longtemps, qu'il y aura une prise de conscience, un changement de l'intérieur, un sursaut. Et naturellement, mon travail à moi, c'est justement d'exercer de la pression du mieux que je peux pour provoquer des dynamiques de changement à l'intérieur. Pourquoi l'immobilier, notamment à Alger, est aussi élevé? Alors, il n'est pas aussi élevé que tu le penses. Soubaïd n'est pas du tout aussi élevé. L'immobilier à Alger a chuté.
Les loyers ont beaucoup baissé. Les loyers ont beaucoup baissé. L'immobilier n'est pas aussi cher qu'on le pense. Après, tu parles élevé par rapport à quoi? Élevé par rapport au pouvoir d'achat algérien. En fait, par rapport au pouvoir d'achat algérien, même les bananes, c'est cher. Les bananes, c'est cher, l'ail, c'est cher. Par rapport au pouvoir d'achat des Algériens. Mais qu'est-ce? Tout est cher par rapport au pouvoir d'achat. Dans un pays où le salaire moyen est de 42 000 dinars, c'est-à-dire dans les 200 euros, tout est élevé. Pas que l'immobilier. En réalité, c'est pas l'immobilier qui est cher, c'est les Algériens et les Algériens qui sont trop pauvres. Qui sont très pauvres. Je dirais même trop pauvres. Donc tout est cher. Je te fais un moment. L'immobilier a une crise, notamment depuis l'interdiction d'utilisation du cash. Pas mal de promoteurs immobiliers ne vendent pas leurs appartements. Il y a une chute des ventes de 20 à 40% dans certaines wilayas, notamment les wilayas de l'ouest du pays, avec une chute moins importante à Alger. À Alger, il y a une forte demande. À Alger, attendez, à Alger, c'est pas l'Algérie. Encore une fois, quand on parle du marché immobilier, il ne faut pas parler que d'Alger. Alger, une forte, donc tout le monde veut habiter à Alger. Parce qu'il n'y a qu'à Alger. Pour le travail, il faut être à Alger. Pour un cadre de vie plus ou moins agréable, il faut être à Alger. Pour une qualité de vie plus ou moins correcte, il faut être à Alger. Donc, à Alger, ça paraît plus élevé parce qu'il y a toujours plus de demandes que d'offres. Le foncier n'est pas important. Il n'y a pas beaucoup de foncier à Alger. Il n'y a pas beaucoup de foncier. Donc, pour construire de nouveaux logements, etc., c'est compliqué. Donc, les prix seraient toujours élevés par rapport à la demande locale. Mais ailleurs, dans les autres villages du pays, le logement n'est pas cher. Au contraire, l'immobilier est en recul. Et vraiment, un véritable... est en dépression même. Il y a une crise, il y a une véritable crise. Il y a des promoteurs immobiliers qui n'arrivent pas à vendre leurs appartements. Qui ne vendent pas leurs appartements. À Alger, ça marche encore parce qu'il y a une demande élevée, mais les prix n'ont pas connu, voilà. Avant 2019 et aujourd'hui, au contraire. Il y avait des maisons et des villas qui avant 2019 coûtaient beaucoup plus cher que ce qu'elles coûtent aujourd'hui. Notamment dans les quartiers les plus réputés et les plus chics d'Alger. Attends, ce pas des lol. Abdou, ça a doublé les prix à Oran et Mostar. J'ai pas vu ça. Au contraire. Moi, je peux t'orienter vers des promoteurs qui ne vendent pas à Mostar et Oran. Les appartements sont vides. Ouais, ça a doublé. Doublé par rapport à quoi? Ah, t'en as des prix? Moi, je peux te donner des prix. Ça n'existe pas. Ça, c'est pas complètement vrai. Ça n'a pas doublé. Ça a doublé parce qu'il y a l'inflation. Attends, ce pas des lol. Il faut calculer, quand on calcule pas de l'immobilier, il faut enlever des prix l'impact de l'inflation. Et ça, c'est l'inflation. Les matériaux de construction coûtent plus cher. Oui. Le coût de construction coûte plus cher. Oui. Parce qu'il y a l'inflation. N'oubliez pas qu'on a eu plus de 9% d'inflation, entre 9 et 10% en moyenne d'inflation en 2023 et en 2024. Et on a eu en 2022, 2023, 7%, entre 7 et 10% en 2021. Ça, c'est le coût de l'inflation. Mais quand on enlève le coût de l'inflation, quand on enlève du calcul le coût de l'inflation, l'appartement ne coûte pas plus cher qu'avant 2019. Au contraire. Au contraire, dans certaines zones, c'est resté stable, ou là ça a stagné, ou là ça n'a pas augmenté comme ça devrait l'augmenter. Mais compare les prix des appartements entre 2014, ou là 2013 et 2018, tu verras la différence des prix. Ah, Faudia, merci d'essayer d'élever le niveau des Algériens. TikTok, c'est pas la bonne zone d'audience. Je sais, Faudia, mais qu'est-ce que tu veux? Les jeunes Algériens sont beaucoup sur TikTok. Non, on essaie justement d'élever le niveau. Voilà, c'est pour ça que je vous demande de partager. On veut pas laisser la place à des zigotos, aux insultes, aux cons, aux partisans de la haine, etc., aux partisans de la médiocrité. Sinon, on va jamais évoluer. Justement, nous voulons élever le niveau pour donner une certaine maturité, une certaine intelligence à notre audience. Merci beaucoup, Faudia, pour ton commentaire. Mais pour l'immobilier, j'espère, est-ce que j'ai été clair? C'est complètement faux. Les prix de l'immobilier se sont effondrés dans pas mal de wilayas. Il y a des promoteurs qui n'arrivent pas à vendre. Il y a une crise de vente d'appartements. Alger, c'est un cas particulier en raison d'une demande élevée d'un foncier qui est faiblement disponible. Et les prix, quand on les compare, il faut toujours calculer l'impact de l'inflation sur ces prix-là. Donc attention, l'immobilier ne connaît pas une croissance à 2 chiffres en Algérie, c'est complètement faux.
Il y a pas mal de sociétés de BTP qui ne travaillent pas, qui ont licencié leurs travailleurs, parce qu'il n'y a pas assez de marché. Ouais, je m'arrête 2349. Là, je commence à être fatigué. Ah, l'actualité algérienne, c'est quand même un engagement. Allez, on va rajouter un quart d'heure encore. Merci d'être là, merci d'être aussi présent aujourd'hui, d'être très, très nombreux. Merci. Alors, j'ai vu une question intéressante. Kness, pourquoi tu n'as pas parlé sur le mouvement Diva? Classe 14 ou je mets un service en Algérie. Je ne connais pas ce mouvement Diva. Matabi, est-ce que tu peux me préciser et partager avec nous tes informations et nous cultiver un peu? J'ignore de quoi tu parles. Quasimodo, qui est Ibtissam Hamlaoui? Ah, t'es ça, Quasimodo, qui est Ibtissam Hamlaoui? C'est la déesse de l'Algérie. Ah, Ibtissam Hamlaoui, c'est la déesse de l'Algérie. Chauffe. On avait Rabb Dzaïr, c'était Général Toufik. وعندنا هذه رب الجزائر جود سي ابتسام حملاوي فوالا كما نقولوها بالعامه الجزائريه الشيكولا هذه هي الشيكولا مدام مادموازيل ابتسام حملاوي. Elle contrôle les agents de gendarmerie, elle contrôle l'appareil judiciaire. Le 10 décembre dernier, la présidente de la République elle a fait un décret. Ils ont relevé de leurs fonctions pas mal d'employés, de responsables de l'Observatoire national de la société civile qu'elle dirige depuis mars 2025 et elle n'a pas été encore relevée de ses fonctions. Elle dirige le Croissant Rouge algérien, elle dirige l'Observatoire national de la société civile, alors qu'il y a des scandales de plusieurs dizaines de personnes qui ont été détenues arbitrairement. Et nous avons deux lanceurs d'alerte, Yassine Ben Chetah ou Hadjel Zitouni, qui ont raconté comment ils ont été torturés. Des scandales de torture. Torturés, dénudés, privés d'eau et de nourriture, malmenés, violentés, et elle est encore en poste. Pourquoi? Parce qu'elle est la copine de tous les décideurs algériens. Tout le monde l'aime, cette femme. Est-ce qu'il l'aime pour sa compétence? J'en suis pas sûr. Elle n'en a pas. Est-ce qu'il l'aime pour ses qualités humaines? Je n'en suis pas sûr. Elle en a certainement. Mais peut-être pas assez pour justifier son maintien au pouvoir. Après, nous avons fait tellement de révélations sur l'affaire Ibtissam Hamlaoui. Nous l'avons fait, nous avons expliqué ses relations sulfureuses avec le cabinet, membre du cabinet de Tebboune. C'est le scandale de l'année 2025, c'était Ibtissam Hamlaoui. Je dis bien, le scandale de l'année 2025, c'était Ibtissam Hamlaoui. Le fait qu'elle soit maintenue au pouvoir, ça veut dire que le régime Tebboune, non seulement il a perdu sa crédibilité, mais il a perdu son honneur. Maintenir une femme qui exerce une emprise, pas une influence malsaine, sur les appareils judiciaires et les appareils sécuritaires du pays, mais une emprise, c'est-à-dire elle entre dans les brigades de gendarmerie et elle ordonne aux gendarmes, et elle utilise les gendarmes comme des agents de nettoyage, comme des boys, comme des esclaves. Elle leur donne les ordres, elle leur dit voilà ce que vous devez écrire dans votre PV. شوفوا نحقنا. هذا le régime qui veut nous protéger contre le Maroc et contre Israël. Et nos forces de sécurité se font manipuler par une femme qui n'a absolument aucun niveau intellectuel et qui n'a aucune légitimité. Et qui ordonne aux gendarmes de baisser le pantalon à ses adversaires ou à ses détracteurs ou à ses opposants. C'est un régime qu'on doit respecter. Voilà, les partisans تاع تبون وراهم هذو تحكم فيكم امرأة. Et vous savez de quoi je parle? L'affaire Ibtissam Hamlaoui, c'est le scandale de l'année 2025. Elle est la maîtresse du régime, la marraine du régime. Ou les chicots, là, ils veulent pas l'enlever, ils veulent pas la limoger, ils veulent pas la mettre à l'écart parce qu'ils ont peur d'elle. Honnêtement, elle a des dossiers sur tout le monde. Elle a des dossiers sur la vie privée de tous les dirigeants algériens. Malheureusement, les dirigeants algériens ont un problème. C'est la frustration, le manque de savoir-vivre, l'inélégance. Je respecte la vie privée des uns et des autres. Dans leur vie privée, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais de là à faire passer leurs envies ou leurs désirs personnels pour des priorités politiques ou pour comment dirais-je, pour des impératifs au détriment de l'intérêt général, ça c'est inacceptable. Inacceptable. L'affaire Ibtissam Hamlaoui, je le dis, elle restera pour moi le plus gros scandale de l'année avec l'affaire Nasser El-Jan.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, Ijma'at al-Khair? Marhaba bikom. Partagez au maximum ce live, s'il vous plaît. Alors, on est chez nous, Kabylia. Parlons du tourisme. Pourquoi tu n'as pas fait de vidéo du couple français viré de ton pays? Bon, franchement, je ne l'ai pas vu encore cette vidéo-là. Effectivement, des amis me l'ont envoyé. J'ai pas pris connaissance de leur témoignage, mais je vais la voir et la visionner, me documenter. Je ne peux pas parler d'un sujet tant que je n'ai pas vérifié tous les faits. Mais effectivement, j'ai vu cette histoire que je vais vérifier plus tard. Mais voilà, il y a malheureusement. C'est pas la première fois que des touristes étrangers en Algérie sont mal accueillis, sont expulsés, etc. pour des soupçons ou pour des mauvais comportements, etc. On espère que ce soit un acte isolé. Mais je vais vérifier davantage cette histoire et je reviendrai vers vous. Soubet, quel serait votre conseil à la diaspora? Investir en Algérie ou pas? Pour le moment, n'investissez pas dans l'immobilier. N'investissez pas dans les services. L'Algérie, avec une monnaie aussi faible, aussi instable, il faudrait investir dans la production. Aujourd'hui, très bonne question, Soubet. Les gens qui achètent des appartements, avec un dinar qui perd chaque année de sa valeur. Chaque année, le dinar va perdre entre 7 et 6%. Notez comme le calcul. Quand le dinar est à 200 par exemple, quand le dinar cette année, il est à 282. L'année dernière, il était à 275. Il est, notez comme un ordre de grandeur. Ça me fait pas qu'on va faire des calculs en live. Voilà, à peu près en pourcentage. Avec un dinar qui perd lorsque la monnaie perd pas de sa valeur. Quand tu achètes un appartement à Bjeya, à Alger, à Oran, etc., au bout d'une année, par exemple, on peut dire que le dinar perd chaque année entre 3, dans le pire des scénarios, 3 à 4%, dans les meilleurs scénarios, 3 à 4%, dans les pires scénarios, ça peut être 7-8%. Quand tu achètes un appartement, dans n'importe quelle grande ville en Algérie, l'appartement que tu vas acheter aujourd'hui, 2 ou 1 milliard, tu vas convertir de l'argent, tu vas utiliser tes devises pour l'acheter en dinars. L'année prochaine, il aura perdu 3 ou 4% de sa valeur. C'est-à-dire que tu es en train de faire un investissement où tu perds chaque année de la valeur, 3 à 4%. Quand le dinar va chuter encore davantage, ton appartement, il a perdu 8% de sa valeur. C'est-à-dire, si au lieu d'acheter aujourd'hui, si tu achètes dans une année, prenons deux membres de la diaspora. Le premier va investir aujourd'hui, le deuxième va investir l'année prochaine. Pour un achat immobilier, le premier qui va acheter aujourd'hui, vous allez voir que le deuxième va acheter le même bien immobilier avec un prix inférieur à 3 ou à 4%. Pourquoi? Parce que le dinar est en train de chuter. Donc ceux qui achètent dans l'immobilier font une erreur stratégique. Vous êtes en train de brûler votre argent. Celui qui achète des appartements en Algérie, si vous avez de l'argent à brûler, moi je vous conseille de le donner directement aux Algériens, C'est quoi? Les appartements, un appartement qui perd de la valeur. Même si sa valeur en soi va augmenter, avec la valeur du dinar qui chute, tu es en train de perdre de l'argent. En réalité, qu'est-ce qu'il faut faire dans un pays comme l'Algérie? Avec une monnaie qui est faible, l'idéal était d'investir dans la production. J'ai fait une usine d'agroalimentaire, de produits pharmaceutiques, de l'industrie. L'industrie, oui, c'est rentable. Pourquoi? Parce que je fabrique en dinars, un coût qui est faible, et je peux exporter en devises. Et je peux m'enrichir, parce qu'avec une monnaie faible, les coûts de production seront faibles. Et j'aurai une marge bénéficiaire importante quand je vais exporter. Mais pour cela, il faudrait que le régime Tebboune arrête de nous faire chier et laisse les gens importer la matière première. Parce que pour produire, il faut importer. Pour produire, il faut importer. Pour faire une usine, il faut des machines. Les machines, il faut les ramener de l'étranger. Il faut des logiciels, des types de technologies qu'il faut ramener de l'étranger. Il faut une matière première. Une partie de cette matière première, elle vient de l'étranger. Donc, comme le régime Tebboune ne laisse pas les gens importer, ni pour la matière première, les PPI, les fameux dispositifs du PPI, programme prévisionnel d'importation, toutes les entreprises algériennes ne sont pas autorisées à importer.
il faut demander un visa, deux autorisations à deux ministères différents pour pouvoir faire une domiciliation bancaire et importer. Donc on ne peut pas importer en Algérie. Donc comment tu vas ouvrir des usines? C'est le régime de monétaire intelligent, il va dévaluer le dinar. Il demande à la diaspora de venir aux étrangers d'investir dans l'industrie. On va faire des fortunes. L'Algérie va faire des fortunes. Parce que le coût du travail en Algérie il est faible, avec une monnaie faible. Le coût de la production sera faible. Et on va exporter en devises. Là, on va gagner de l'argent. Mais les achats immobiliers, etc., c'est de la pure connerie. À celles et ceux qui achètent des appartements, je vous dis encore une fois, vous êtes en train de brûler votre argent. On va rajouter 5 minutes. Et les minuit, 5 minutes à Yéna. Fin d'année difficile. La fatigue commence à tomber. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Vous avez été très nombreuses et très nombreux. Merci beaucoup, mais vraiment, ça a été un plaisir pour moi de débattre, de discuter avec vous. Il nous reste encore 2 journées avant cette fin d'année 2025 où il s'est passé beaucoup de choses. J'espère que l'année 2026 sera meilleure pour nous et pour vous tous. Ah, merci pour le chapeau et les moustaches. Merci beaucoup, Dina Watch. Merci beaucoup. Un immigré qui a investi son argent en Algérie, il est toujours gagnant. Complètement faux, Yassine Tony. Complètement faux. Tu peux pas, si tu investis ton argent pour gagner dans un pays où l'argent lui-même perd de la valeur, il n'est pas du tout gagnant. Il est gagnant s'il investit dans un projet industriel pour exporter. Où il va gagner de l'argent. S'il investit en dinars pour gagner en devises, oui. S'il investit en dinars pour gagner qu'en dinars, il perd. Il n'est pas du tout, et on l'a expliqué. Et les micro-importateurs, c'est de la connerie, mon cher Samy. Ça n'a aucun sens. Micro-importateur, c'est quoi? C'est de la contrebande légalisée. Je mets le cabas, c'est quoi? C'est de la contrebande. Donc, là, je suis par exemple. Je vous donne un exemple. Moi, je suis une marque internationale. Je sais pas, une marque internationale de vêtements, de prêt-à-porter, de montres, de produits électroménagers. Je veux investir en Algérie. Et j'entends que il y a des micro-importateurs, il y a des jeunes, il y a des personnes qui sont autorisées par l'État à aller investir, à dépenser entre 12 000 et 24 000 euros par mois pour acheter mes produits à l'étranger et les ramener dans un cabas. Mais pourquoi je vais investir dans un pays de fous? C'est un pays de fous. Une marque internationale va ouvrir un magasin à Alger ou là à Oran ou là à Bdjaya, alors qu'il y a des jeunes qui avec le cabas, en payant uniquement 5% de droits de douane, et en remplissant des cabas depuis à l'étranger, ils viennent, où ils vont revendre leurs produits à l'extérieur, ou là sur internet, ou là sur des étals de marché informel, où ils prennent. Mais qui va investir dans un pays pareil? Ça s'appelle de la contrebande. La contrebande légalisée. Donc pourquoi voulez-vous que les marques internationales investissent en Algérie? C'est pas la peine, on dit le cabas. La marque internationale va te dire quoi? Elle va te dire, mais je préfère que les Algériens viennent ici, en France, ou là en Espagne, ou là à Dubaï, je leur vends mes produits, ou ils vont les revendre. Les micro-importateurs, ils expliquent d'ailleurs, c'est une partie à cause d'eux que la devise en Algérie, sa valeur a beaucoup augmenté, que le dinar a beaucoup chuté, et c'est une partie qui explique aussi la fuite des devises, et les transferts des devises vers l'étranger. Ça épuise les réserves de change, ça dissuade les investisseurs étrangers de venir en Algérie et ça dissuade les marques internationales à s'implanter en Algérie. Aya Jma'a, je vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Des nouvelles concernant Algérie, on en parlera plus tard. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Vous avez été très nombreuses et très nombreux aujourd'hui. On va se contenter de cela. Infirmier, merci à tout le monde. Enigma, Kansas, Soubud. Merci beaucoup. On aura d'autres lives, d'autres discussions prochainement. Il est minuit et quelques. On va vous laisser vous reposer. Prenez soin de vous et je m'arrête le khair.